Essai de Jérôme Cassivel, Guerre, terrorisme, criminalité, face aux menaces modernes, remettre le citoyen au cœur du système de sécurité. Préface. Qu'est-ce qu'un citoyen? Selon l'Académie française, un citoyen est un individu qui est membre de la communauté restreinte et qui gouverne et qui a le droit de citer. Un autre sens donné par cette même Académie le définit comme un individu qui fait preuve d'esprit civique et qui a le souci de la bonne marche de la société civile. Le concept de citoyenneté, formé à partir du latin civitas signifiant droit de cité, est apparu pour la première fois dans les cités-États grecs de l'Antiquité, plus précisément au VIe et Ve siècle avant Jésus-Christ. Suite à l'effondrement de la civilisation mycénienne, et après 6 siècles d'anarchie et de chaos, l'ancienne société aristocratique, dominée par un roi et où seuls ces hommes pouvaient porter les armes, a muté progressivement. La transformation d'un modèle d'armée réduite, composé de combattants issus de la classe dominante et montés sur chars, à une armée plus massive et composée d'hoplites, fantassins lourdement armés et protégés, s'est faite par l'augmentation des besoins en hommes pour la défense de sa cité et le pillage de la voisine. La disparition des palais, qui permettait le monopole du roi sur les hommes de guerre, s'est faite au profit d'une société plus décentralisée, plus libre pourrait-on dire, et dominée par un nouveau type d'homme, le citoyen. Ce dernier était appelé à prendre les armes de manière régulière, généralement le temps d'un été, pour participer à la phalange, soit une formation militaire d'infanterie lourde amenant à un type de bataille ritualisée pendant laquelle le but était plus la dislocation de la formation ennemie que la destruction des hommes qui la composaient. Pour que le fait de mettre en jeu sa vie pour le bien de la cité reste un acte volontaire et soit accompli avec motivation, l'implication dans la vie de la cité et le droit à la parole afin de participer aux décisions politiques en était la compensation. Il est d'ailleurs bon de noter que l'armement était à la charge du citoyen et en était sa propriété. Il ne pouvait certes pas sortir armé dans les rues en dehors d'une mobilisation, mais il lui était toujours possible d'en faire usage pour défendre sa famille ainsi que ses biens. Ce passage du statut de sujet à celui d'homme libre, jouissant de droits et de devoirs, s'effectua par la suite à Rome et à 2 reprises. D'abord par l'abolition de la monarchie en 509 avant Jésus-Christ, qui donna naissance à la République romaine et à ses représentants, les patriciens. Seuls maîtres du pouvoir politique et militaire et jouissant de l'entièreté des droits civiques, ceux-ci se virent donc également confier la charge de porter les armes, financées sur leurs propres deniers. Au vu de la croissance rapide de la population et du territoire de la ville fondée par Romulus et Rémus, le seul patricien ne put bientôt plus subvenir aux besoins en hommes des campagnes militaires, et la mobilisation toujours plus grande des membres de la plèbe, soit les classes inférieures de la société romaine, fut une suite nécessaire. Ainsi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la succession de ces levées, en latin legere, ce qui donnera legio, et l'intégration dans l'armée des classes travailleuses implique une intégration à terme dans les institutions. Ceci peut être fait dans la concorde ou dans l'affrontement. Citons l'exemple de la plèbe en armes qui fit sécession entre 495 et 493 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Sénat, organe patricien, ne leur fasse des concessions, comme un droit de veto et une représentation politique. Cet âge d'or du citoyen va progressivement entrer en crise en même temps que la civilisation qu'il a vu naître et peu à peu s'étioler pour revenir à un statut de sujet. Et comme un sujet est par définition amené à obéir, le meilleur moyen de faire obéir un homme est de le désarmer. C'est ce qui se produira tout au long de l'Antiquité tardive et se poursuivra au Moyen-Âge. À cette période, une stricte répartition des tâches se fera entre les clercs, les guerriers et les producteurs. Ainsi, seuls les seconds, qui forment la noblesse, auront le droit de porter les armes. Cela limitera l'étendue des violences de la guerre, mais rendra en parallèle chaque sujet sans défense ou presque face à la guerre de course et à la razzia. L'exception viendra progressivement des villes où les habitants des bourgs, c'est-à-dire les bourgeois, commenceront à lever des milices qui constitueront des forces d'appoint non négligeables, notamment pour les rois de France. Nous pouvons citer les milices des bonnes villes du roi qui participeront à certaines victoires de ce dernier sur ses ennemis, qu'ils soient intérieurs, par exemple lors des révoltes de nobles, ou extérieurs, comme à Bouvines, ou encore suite à la quasi-destruction de la noblesse lors des batailles de Crécy et d'Azincourt pendant la guerre de Cent Ans. Ces bourgeois peuvent également recevoir, à la diligence des seigneurs locaux, le privilège de porter un poignard à la ceinture,
comme ce fut par exemple le cas à Haguenau, ville libre de l'Empire romain germanique. Et pour cause. Dans l'Europe médiévale, aucun service de police à proprement parler n'existera avant la fin du Moyen Âge, et celui-ci se concentrera encore pour longtemps dans les capitales des royaumes. Notons par ailleurs que, lorsque le besoin s'en fait sentir ou que le pouvoir aristocratique n'est pas en mesure de s'acquitter de son devoir militaire, la paysannerie peut prendre à son compte la charge de la guerre lors des levées paysannes notamment. Ainsi, comme l'écrit Gérard Lomenec dans son livre « Tournois et jeux d'armes au Moyen-Âge », pour la sûreté et la défense du royaume, un édit de Charles V en 1369 proscrit les dés et autres jeux pour privilégier les exercices d'arc et d'arbalète. En outre, les seigneurs encouragent aussi le tir au papegot ou la lutte, qui figurent comme des intermèdes dans les fêtes d'armes. Par équivalence et rapporté à notre époque, cela reviendrait à se figurer le président de la République encourager la population française à s'inscrire en stand de tir et les préfets mettre en avant le tir au baltrap et la pratique des sports de combat. D'ailleurs, les armes d'ast qui équipaient ces piétons étaient souvent issues ou dérivées d'outils agricoles, tels que la vouge ou le fauchard, issus de la faux et qui donneront plus tard naissance aux hallebardes, ou encore les pieux, utilisés à l'origine pour la chasse au gros gibier. Par ailleurs, la différence de capacité de combat entre une faux et une lance n'était pas tant une question de nature que de degré. Or, le fossé séparant le pouvoir de destruction d'un utilisateur d'armes à feu comparé à celui d'un utilisateur d'armes artisanales ou par destination est devenu abyssal avec l'invention et la généralisation de la poudre à canon. L'essor des républiques marchandes d'Italie du Nord de la fin du Moyen Âge ressuscitera les villes en armes et donc l'idée de citoyens soldats, ou plutôt, en l'occurrence, de citoyens mercenaires, tels les arbalétriers génois ou les marins vénitiens, mais sans permettre un armement individuel et personnel du fait de l'articulation encore oligarchique, voire aristocratique, de ces républiques. En ceci, elles retombent sur le modèle de la République romaine des débuts. Notons également, au cours de la Renaissance, l'apparition de la Confédération helvétique, dont le modèle d'armée donnera les meilleures unités d'infanterie de l'époque, servant souvent de mercenaires aux puissances voisines. Le parallèle avec la mutation et l'apparition du citoyen hoplite est flagrante. Le passage d'une cavalerie, outil militaire hautement aristocratique, dominant le champ de bataille à une formation compacte d'infanterie redevenant la reine des batailles, est le point commun entre ces deux époques séparées par près de 2 millénaires, ce qui entraînera d'ailleurs dans les deux cas l'émergence du citoyen. Il faudra attendre encore plusieurs siècles et la Révolution française pour voir réapparaître le concept de citoyen-soldat dans sa version moderne, tel que nous l'avons connu en France jusqu'au début des années 2000 et la suspension du service militaire obligatoire. Présentation de l'auteur et avant-propos. Ancien sous-officier de l'armée de terre, j'ai servi plusieurs années au sein d'une unité de renseignement. Dans le cadre de cet engagement, je fus déployé à de nombreuses reprises en opérations extérieures et intérieures. Cette expérience, intense et enrichissante, a contribué à nourrir le propos que vous lirez dans cet ouvrage. Soucieux de toujours parfaire mon entraînement, je suis également pratiquant de tir sportif depuis plusieurs années. À présent rendu à la vie civile et conscient des enjeux sécuritaires et géopolitiques actuels, j'ai pris le parti de continuer à faire ce que j'estimais être mon devoir citoyen et m'engager dans la réserve opérationnelle. Cet essai est le fruit du travail et de la réflexion d'un collectif de militaires, policiers et gendarmes, d'actifs ou ayant quitté l'institution, mais toujours prêts à servir leur pays. Vous y trouverez la synthèse de plusieurs dizaines d'heures de débats, de discussions et de rencontres auxquelles nos membres aient pu participer, dans le milieu professionnel comme personnel, étalés sur plusieurs années et que j'essaye, à mon humble niveau, de vous retranscrire ici de la façon la plus fidèle possible. La sécurité de notre nation et de nos concitoyens est la clé de voûte de ce propos, avec le but, toujours, d'explorer des pistes de travail les plus pertinentes qui soient, sur la nécessité de responsabiliser les Françaises et les Français sur la question de leur propre système de défense. En préambule à cet essai, nous tenons à rappeler à nos lecteurs la nécessité de toujours se conformer à la loi, et notamment aux articles L311-2 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure relatifs à l'acquisition et la détention d'armes et de munitions. En plus de l'évidente raison légale et judiciaire, cela va également de notre propre crédibilité en tant que tireurs, militaires et forces de l'ordre. Introduction, l'exemple ukrainien. 22 février 2022. Après plusieurs mois d'augmentation des tensions à la frontière ukrainienne et un rassemblement de troupes russes inédit, le président Poutine prend la parole dans une allocution très attendue par la communauté internationale. Dans son discours, il reconnaît l'indépendance des républiques populaires autoproclamées de Luhansk et de Donetsk et garantit que la Russie se tient prête à maintenir leur intégrité territoriale. Le 24 février, dans la nuit,
l'Ukraine subit les premières frappes aériennes et balistiques russes, suivies par un parachutage d'infanterie aéroportée et une invasion terrestre inédite. L'opération militaire spéciale menée par le Kremlin débute. Dans les faits, il s'agit de la première invasion d'une telle ampleur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 200 000 soldats russes franchissent la frontière et plusieurs fronts s'ouvrent, non seulement à l'est dans les zones séparatistes, mais également au nord depuis la Russie et la Biélorussie, et au sud depuis la Crimée. À la surprise générale, le président Poutine ne se limite pas au territoire de facto en dehors du contrôle du gouvernement ukrainien depuis 2015, mais lance également une offensive sur Kiev. Son objectif est de faire tomber le régime du président Zelensky pour mettre en place un gouvernement pro-russe par la force. L'aéroport d'Hostomel, à quelques kilomètres de la capitale, est pris d'assaut par une force aérienne et héliportée conséquente. Une colonne de chars et d'infanterie mécanisée d'environ 60 km de long roule en direction de Kiev, avec pour but de soutenir l'assaut aéroporté. L'Ukraine est alors prise entre le marteau et l'enclume. Dans les premiers jours de la guerre, la situation semble désespérée pour les défenseurs. Le front est enfoncé, de nombreux objectifs stratégiques ukrainiens sont détruits dès les premières heures de la guerre. La blitzkrieg moderne, opérée par Vladimir Poutine et son pari insensé, semble opérer. L'Ukraine décide de réagir rapidement et efficacement. Dès les premiers combats, les 70 000 membres de la force de défense territoriale, constitués un mois plus tôt à partir des différents groupes et milices d'autodéfense créés suite à la guerre du Donbass, entrent en phase de mobilisation générale. Le 26 février, plus de 10 000 armes légères sont distribuées aux volontaires civils dans Kiev. À la puissance militaro-industrielle écrasante de la Russie, l'Ukraine décide de répondre par une guérilla menée par des unités d'infanterie légère, issues pour partie de réservistes civils. Des embuscades, attaques flanquées et autres sabotages sont menés par des unités mobiles, motivées, bien préparées et ayant une bonne connaissance du terrain. Il s'agit d'un mode de combat jusqu'ici inédit à une telle échelle et à notre époque. Les Ukrainiens font une utilisation massive de lance-roquettes individuelles, de véhicules légers type quad, d'explosifs et de drones, notamment des Bayraktar turcs achetés sur étagère et s'étant déjà illustrés lors du conflit ayant opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Cette techno-guérilla a pour vocation d'être le grain de sable dans le rouage complexe de l'organisation militaire russe. Les escarmouches successives pèsent sur le moral autant que sur le système logistique du Kremlin. Quelques semaines plus tard, la situation semble s'être retournée. Les troupes aéroportées ont été détruites, la colonne blindée est stoppée à quelques kilomètres de Kiev et sous le feu constant des snipers et des drones ukrainiens, et la Russie déplore de lourdes pertes. Le front se stabilise, l'attaque stagne et s'enlise. David aurait-il vaincu Goliath? Certes, cette vision du soldat de l'an 2, en armes et vent debout pour protéger sa nation coûte que coûte, peut paraître romantique. Et les causes de l'enrayement de l'attaque russe sont multiples. Aide matérielle occidentale conséquente vis-à-vis de l'Ukraine, manque de préparation de l'armée russe tant au niveau matériel que des vivres et du carburant, morale russe relativement faible comparé à celui des Ukrainiens, attaque en sous-nombre, etc. Néanmoins, avec le recul, il est indéniable que le peuple ukrainien a été l'acteur de sa propre résistance, et la capacité de résilience de son armée n'a jamais été démentie au cours de ces premiers mois de guerre. Quels enseignements devons-nous en tirer ? Que devons-nous apprendre de ces retours d'expérience, tant du côté russe que du côté ukrainien? Quelle serait la capacité de résilience de la population française en cas de crise majeure? C'est ce que nous allons, à notre niveau, tenter de décortiquer à travers cet essai. Première partie, postulat de départ. Situation sécuritaire française, terrorisme. Citation de Charles Pasqua, nous allons terroriser les terroristes. Qu'est-ce que le terrorisme? Pour synthétiser ce mot parfois utilisé à tort et à travers et porteur de beaucoup de fantasmes et d'utilisation politique, tenons-nous-en à la définition qu'en donne le Larousse dans son édition de 2022. Ensemble d'actes de violence, attentats, prises d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Le terrorisme en lui-même n'a donc ni idéologie, ni religion, ni doctrine politique. Le terrorisme est un mode d'action, un moyen de guerre asymétrique proche de la guérilla et pouvant avoir plusieurs buts et des finalités différentes. Si la France a régulièrement connu des périodes de terrorisme dans son histoire, quelques faits caractéristiques se sont dessinés depuis le milieu de la décennie précédente. Jusqu'à présent, en effet, nous étions habitués à un terrorisme de niche, qu'il soit idéologique,
de libération nationale ou autre. Celui-ci visait des lieux bien précis, des symboles particuliers. La bande à Bono, anarchiste, multipliait les braquages de banques et narguait les autorités de l'époque. Le terroriste Carlos, lorsqu'il était commandant des opérations externes du Front populaire de libération de la Palestine, s'en prenait aux intérêts israéliens ou perçus comme pro-sionistes par des attaques à l'explosif. Action Directe suivra peu ou prou les mêmes méthodes d'assassinat ciblés, de voitures piégées et autres mitraillages visant des figures du patronat, de l'État français et des policiers et gendarmes. Le djihadisme fera prendre un tout autre tournant au terrorisme dit traditionnel auquel nos sociétés étaient confrontées jusqu'alors. Visible en Occident avec un attentat d'ampleur inédite le 11 septembre 2001 à New York, il s'inscrit bien plus dans une lutte civilisationnelle opposant deux mondes et définissant tout individu de l'autre camp comme une cible à abattre, qu'il soit homme politique, civil ou militaire. Cette idéologie de la terreur globale et aveugle se confirmera en 2014. Dans un message audio, puis repris dans sa revue propagandiste Dabiq, l'organisation État islamique, aussi appelée Daesh et qui à cette période contrôlait une partie de l'Irak et de la Syrie transformée en califat, disait ceci. « Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français, ou un australien ou un canadien, ou tout autre citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l'État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-les de n'importe quelle manière. Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec une voiture, jetez-le d'un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le. » Quelques mois plus tard, la France connaîtra une deuxième vague d'attentats meurtriers. Après celle menée par Mohamed Merah en 2012, en janvier, lors de l'attaque de la réunion de Charlie Hebdo, puis des attaques coordonnées de novembre à Paris qui feront 130 morts. L'un des points frappants de ces attentats fut leur organisation quasi militaire, tant dans l'ampleur des moyens engagés que dans leur niveau de préparation qui s'est écoulé sur plusieurs mois et depuis un pays étranger, en l'occurrence le califat autoproclamé de Daesh. L'autre fut que ces attaques visaient exclusivement des civils, qui de plus, dans le second cas, n'avaient aucun autre tort que de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et d'aimer écouter de la musique. À ces attaques planifiées et coordonnées, l'on peut ajouter une autre forme de terrorisme, plus artisanale, qui est le terrorisme d'opportunité, mené le plus souvent par des individus isolés et disposant de peu de moyens. Le 11 décembre 2018, au matin, des gendarmes se rendent au domicile de Chérif Chekat dans le quartier des Poteries à Strasbourg. Ce dernier est un délinquant multirécidiviste, également connu pour des faits de radicalisation. Lors de l'arrivée des forces de l'ordre, il est absent. Ceux-ci perquisitionnent le logement et y trouvent diverses armes, notamment une grenade. Le soir même, Chérif Chekat, qui se sait compromis, se rend au marché de Noël de Strasbourg armé d'un revolver et d'un couteau. Il abat au hasard plusieurs personnes en pleine rue avant d'empoignarder d'autres. Blessé par une patrouille de militaires de l'opération Sentinelle, il sera tué 3 jours plus tard lors d'une fusillade avec la police. Le bilan de son attaque sera au total de 5 morts et 11 blessés. Ce type d'attaque s'est généralisé, vraisemblablement car les partisans de l'action islamique violente n'avaient plus de base logistique comme ils en disposaient alors en zone irako-syrienne jusqu'à la fin de l'existence territoriale de Daesh. Mais d'une part, l'idéologie portée par le groupe est toujours vivace, comme en témoignent les nombreux attentats qui sévissent encore dans le monde, et d'autre part, la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, auxquels s'ajoutent de nombreuses zones de tension dans le monde impliquant des groupes djihadistes, ne garantissent pas qu'une autre entité de ce type ne puisse émerger à nouveau. De plus, selon Dominique Régnier, directeur général de Fondapol, la France concentre à elle seule 42% des victimes et 44% des attaques terroristes au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni compris. Nous sommes, de ce fait, le pays le plus visé par le terrorisme en Europe. Que ce soit à l'aide d'une arme à feu, d'un camion, d'un couteau ou de toute autre arme, leurs partisans appliquent les ordres à la lettre. Souvent, comme ce fut le cas pour Mohamed Merah, Salah Abdeslam ou encore Chérif Chekat, une certaine porosité semble exister entre la petite et moyenne délinquance et le terrorisme djihadiste. Situation sécuritaire française, criminalité. Citation de Gérald Darmanin. Il faut stopper l'ensauvagement de la société et réaffirmer l'autorité de l'État. Ce terme d'ensauvagement, visant à décrire l'augmentation de la violence dans les rapports sociaux au sein de l'Hexagone, revient de manière ponctuelle dans les médias nationaux depuis quelques années. Il a été mis en exergue et longuement débattu lors des élections présidentielles de 2022. Parfois mis en avant par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et certains candidats de droite, d'autres fois décrié dans la presse ou dans les partis de gauche notamment. Qu'en est-il réellement de la situation sécuritaire française en ce début de décennie 2020 ? Effectuons un rapide tour d'horizon. Nous allons nous pencher sur les deux sujets les plus pertinents pour cet essai, les homicides et les violences aux personnes. Dans son rapport d'analyse de 2022 pour l'année 2021,
Le ministre de l'Intérieur nous indique que le nombre de victimes d'homicides enregistrées est en hausse, avec un nombre de 842 victimes sur l'année 2021 contre 787 en 2020. Les coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans ont augmenté de 12% sur un an. Quant aux plaintes pour violences sexuelles, elles ont augmenté de 33%. Bien que ce dernier chiffre puisse paraître énorme, il convient de noter qu'il prend en compte les viols dénoncés par des victimes plus de 5 ans après les faits suite à une loi récente. Néanmoins, l'INSEE rapporte que, chaque année, entre 2011 et 2018, 200 000 personnes âgées de 18 à 75 ans ont été victimes de violences sexuelles, dont 176 000 par une personne ne vivant pas avec elle. Dans 49% des cas, la victime ne connaît pas son agresseur. En début d'année, le professeur de criminologie Alain Bauer publiait dans Le Figaro une tribune démontrant que les homicidés, c'est-à-dire les homicides et tentatives d'homicide, s'élevaient à plus de 4000 par an depuis 3 ans, avec un pic à 4386 meurtres et tentatives de meurtre en 2021. Chaque année, entre 2015 et 2017, 118 000 personnes déclaraient avoir subi des violences physiques avec armes, et parmi elles, 44 000 avaient été agressées par arme blanche. En 2021, 441 000 personnes déclaraient avoir subi des violences physiques hors ménage, sans que l'on ait de précision sur l'utilisation d'armes ou non. Qu'en est-il de ces armes ? Principaux objets utilisés dans les attentats, crimes crapuleux, menaces ou règlements de compte. Chaque année, depuis 2016, le nombre de saisies d'armes par les forces de l'ordre se porte à environ 200 armes dites de guerre. Dans la majorité des cas, il s'agit de fusils d'assaut de type AK ou de pistolets mitrailleurs, pour près de 6000 armes saisies au total. On peut donc supposer sans grand risque que l'immense majorité d'entre elles sont des couteaux, des armes contondantes ou encore des bombes lacrymogènes, dont l'acquisition est libre à toute personne majeure sur présentation de sa pièce d'identité, mais dont le port dans la rue est prohibé. Toutefois, il serait intéressant d'établir une corrélation entre le nombre d'armes blanches saisies et l'augmentation des homicides et tentatives d'homicide. Hélas, aucune étude à ce sujet ne semble disponible actuellement, et seules les remontées de terrain effectuées par les membres des forces de l'ordre en off semblent confirmer une tendance qui apparaît inquiétante, et selon laquelle de plus en plus de personnes interpellées dans les grandes agglomérations seraient porteuses de couteaux. Depuis plusieurs années, la sécurité et la lutte contre le terrorisme se retrouvent régulièrement sur le podium des préoccupations des Français. Bien que cet indicateur ne soit pas particulièrement fiable, en 2021, plus de 20% des Français déclaraient se sentir en insécurité, une tendance inchangée depuis 10 ans. Situation sécuritaire française, les armes à feu. En réaction à ce climat, de plus en plus de personnes en France décident de s'armer. En 2016, suite à la série d'attentats meurtriers qui a secoué notre pays, le nombre de licenciés dans les stands de la Fédération française de tir a augmenté de près de 70%. Parmi ces tireurs néophytes, un certain nombre ne cache pas sa volonté d'obtenir armes et entraînement dans le but de se défendre. Il s'agit parfois de membres des forces de l'ordre eux-mêmes qui jugent leur niveau insuffisant et prennent sur leur propre temps de repos et leur salaire pour maintenir un niveau en tir qu'ils jugent acceptable. Corroboré au fait que les policiers nationaux et les gendarmes ont récupéré depuis 2016 le droit de porter leur arme hors service, ces faits ne paraissent pas inquiétants mais, au contraire, semblent justifier d'une certaine prise de responsabilité et de volonté individuelle de servir efficacement leurs concitoyens. La France est l'un des pays les plus armés d'Europe, avec environ 10 millions d'armes à feu détenues par des civils. Dans leur majorité, il s'agit d'armes de chasse de catégorie C détenues légalement. N'oublions pas que les chasseurs représentent le plus gros contingent de possesseurs d'armes, avec plus d'1 million de pratiquants. Pourtant, le nombre d'accidents de chasse est en baisse constante depuis 20 ans, avec 230 accidents en 1999 contre 130 aujourd'hui. Bien qu'un seul accident ne soit déjà de trop, il convient de souligner qu'une part très importante a été accordée dans la formation des candidats au permis de chasser, avec une plus grande responsabilisation de ces derniers sur le maniement des armes et leur sécurité. Un article de 2012 faisait état d'un nombre impressionnant d'armes illégales en circulation sur le territoire français, entre 3 et 7 millions. Mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Tout d'abord, car il ne s'agit pas forcément de la fameuse Kalachnikov mentionnée dans les médias à chaque fusillade entre trafiquants. La réalité du trafic parallèle est qu'il est, par définition, un trafic parallèle, donc mouvant, adaptable et soumis à plusieurs contraintes. Les contrebandiers doivent en permanence s'adapter à la disponibilité des stocks, au durcissement des contrôles et, comme tout commerçant, à la loi de l'offre et la demande. S'il était vrai qu'au début des années 2010, un fusil d'assaut type AKM se négociait pour environ 450 €, le prix a été multiplié par 7 ou 8 aujourd'hui. Mais aucune source d'approvisionnement n'est intarissable, et ces armes étaient en majorité expédiées en France au détail par des vendeurs particuliers, sans compter le fait que les autorités locales ont durci leur dispositif de lutte contre ce trafic dans ces dernières années. En plus de ces réseaux internationaux, la vieille mais toujours efficace méthode du vol d'armes légales reversées sur le marché noir est toujours d'actualité, de même que la modification permettant de transformer une réplique factice de tir à blanc en arme à feu opérationnelle et utilisable à balles réelles.
À l'instant où est écrit cet ouvrage, les réseaux de diffusion d'armes illégales tendent à s'informatiser, ère numérique oblige. Ainsi, la généralisation du dark web par les criminels se développe. Il est maintenant possible pour le kidam moyen de commander des pièces détachées, voire des armes à feu complètes, de façon anonyme et de se les faire livrer par voie postale. L'autre point central est l'utilisation de plus en plus importante d'imprimantes 3D, accessibles aux particuliers afin de créer des pistolets et même des armes automatiques en quasi-totalité, comme l'a démontré un récent reportage publié sur la chaîne YouTube Popular Front. Ces armes artisanales sont évidemment de qualité et de fiabilité variables, mais elles ont d'ores et déjà été observées aux mains de rebelles birmans pour mener des attaques contre les militaires de la junte au pouvoir. Il n'est pas exclu que, dans un futur proche, de tels outils soient utilisés dans des fusillades en France. Il est à noter également, dans le cadre d'une guérilla ou d'actes de terrorisme, l'utilisation de drones civils, généralement de petite taille et pour un budget très bas en comparaison aux drones militaires type Reaper. Ces outils ont été utilisés pour la première fois par l'État islamique, encore lui, à des fins de renseignement mais également comme vecteur d'explosifs télécommandés. Une attaque kamikaze utilisant ce type de procédé a d'ailleurs grièvement blessé 2 militaires français et tué plusieurs combattants kurdes à Erbil, en Irak en 2016. En Ukraine, récemment, des unités de l'armée et des groupes de partisans ont pris pour habitude de filmer les bombardements des forces russes par des drones civils, utilisant des grenades ou de petits obus sur lesquels sont fixés des ailettes ou des volants, à la façon d'une balle de badminton, et libérés à distance par l'opérateur pilotant l'engin. Là encore, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tuer une idée, et ces procédés risquent fort d'être utilisés dans un futur plus ou moins proche à l'encontre de soldats français déployés en opération ou sur notre propre territoire national. L'utilisation de drones à des fins malveillantes a déjà été longuement commentée en France suite au survol des centrales nucléaires par des groupes écologistes militants, une trentaine entre 2014 et 2017. Situation globale. Maintenant que nous avons rapidement brossé le portrait sécuritaire de la France, penchons-nous sur la situation géopolitique internationale. Pour tenter d'être le plus synthétique possible, nous allons partir d'une situation macro et resserrer les échelons au fur et à mesure du développement de ce chapitre. Prenons déjà acte d'un fait peu encourageant pour le monde occidental. Nous vivons actuellement une période de grands bouleversements ainsi qu'une grande bascule. Ces mots ne sont pas issus d'un obscur compte Twitter au relent complotiste, mais du président de la République Emmanuel Macron lui-même, en ouverture du Conseil des ministres du 24 août 2022. Ce dernier fait également acte de la fin d'une période d'abondance et d'insouciance pour nos sociétés modernes. Une grande bascule, oui, mais de qui et vers où ? Vraisemblablement de l'Occident vers l'Orient, comme peuvent en témoigner les relations de plus en plus conflictuelles entre d'un côté le bloc USA-Union européenne et de l'autre la Russie et, dans une moindre mesure, la Chine. Entre les deux, des pays suivent leurs propres intérêts et profitent de la faiblesse de l'un ou de l'autre, à l'image des pays de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui jouent avec leur production d'hydrocarbures afin de nous faire sentir le poids de notre dépendance énergétique vis-à-vis d'eux. Citons encore le Brésil, qui multiplie les pics envers l'Europe et notamment la France avec, par exemple, la récente déclaration de son ministre de l'économie Paulo Guedes, jugeant notre pays insignifiant sur le plan des relations commerciales. Et de donner l'exemple suivant, en 2000, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à 2 milliards de dollars, autant qu'avec la Chine d'alors. Aujourd'hui, le commerce entre la France et le Brésil représente la bagatelle de 7 milliards de dollars, tandis que celui avec la Chine culmine à 120 milliards de dollars. Un système économique parallèle semble en passe de voir le jour, sous l'impulsion notamment de la Russie qui, sous le coup des sanctions européennes et américaines très fortes suite à l'invasion de l'Ukraine, tente à accroître ses ouvertures commerciales sur son aile Est, en passant notamment des accords de livraison de gaz avec la Chine, payables en roubles ou en yuan, dans le but de dédollariser son économie. La Chine elle-même semble jouer un jeu trouble, refusant d'un côté de froisser son partenaire russe en désapprouvant les sanctions, et testant les limites de tolérance de l'OTAN vis-à-vis de ses actions de plus en plus menaçantes envers Taïwan. Cela sans toutefois se mettre à dos les États-Unis, qui restent pour l'Empire du Milieu un partenaire commercial de premier plan, en dépit de la guerre économique qui sévit depuis 2019 entre les deux pays et qui continue sous la présidence de Joe Biden. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, annoncé sur un ton quasi prophétique Alain Perfit en 1973. Le terrible réveil du dragon a peut-être été avorté suite au récent revers subi par la Russie en Ukraine, que la Chine étudie avec une grande attention pour sa propre volonté impérialiste. Mais il convient de rester très prudent quant aux possibles tentatives de déstabilisation du géant asiatique sur d'autres plans que celui militaire. À titre d'exemple, le best-seller La guerre hors limite, écrit par deux officiers supérieurs chinois, Qiao Liang et Wang Zhangshui, en 1999, parle des ambitions de la Chine face à son principal adversaire que sont les États-Unis et les différents moyens d'y parvenir, qu'ils soient économiques, industriels, technologiques, agricoles ou encore juridiques. Évidemment, cette lutte d'influence a des répercussions dans toute la zone Indo-Pacifique. En plus des velléités de la Chine à prendre possession de la petite île de Taïwan, le pays de Sun Tzu compte également imposer son hégémonie dans toute la région
et augmente significativement le budget de son armée, et en particulier de sa marine. De ce fait, ses voisins décident de réagir à leur tour, et le Japon, sous l'impulsion de son ancien Premier ministre Shinzo Abe, récemment assassiné par un homme lui reprochant ses liens avec la secte Moon, a lancé depuis plusieurs années maintenant une grande campagne de réarmement pour faire monter en gamme ses forces d'autodéfense. L'Australie n'est pas en reste et a d'ores et déjà annoncé vouloir augmenter ses effectifs de près de 30%, ainsi qu'acquérir des sous-marins nucléaires, contrat que devait avoir la France mais qui a récemment été rompu au profit d'enjeux américains. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, quant à lui, entend bien unifier son pays au forceps sous la bannière de l'hindouisme pour renforcer sa nation face à ses adversaires, Pakistan en tête. Cette série d'affrontements mondialisés a pour conséquence une série de bras de fer et de guerres d'usure, et la question que pose le tête-à-tête entre l'Occident et la Russie en Ukraine est la suivante. Qui faillira le premier? Est-ce les Russes? Étouffés par des sanctions économiques qui mettent leur industrie en berne, à l'heure où ils ont besoin d'en tirer le maximum afin de continuer à mener leur opération militaire spéciale en Ukraine, opération militaire qui semble d'ailleurs mal tournée pour Poutine, fragilisée et de plus en plus critiquée, y compris au sein même des centres de décision du Kremlin. Est-ce les Européens? Leur économie est déjà en berne dans un espace où les tensions sociales et sociétales se font de plus en plus ressentir au fil du temps, à présent privés d'une partie de leurs besoins énergétiques, avec les augmentations de tarifs que cela va impliquer. En France, le secteur du nucléaire civil, qui était notre fer de lance, a été délaissé pendant plusieurs années pour des raisons idéologiques et d'accords politiques avec des partis écologistes. Nous sommes, de ce fait, soumis à des pays qui tentent de profiter de notre situation de dépendance. À cela s'ajoute l'aspect sécuritaire que nous venons d'aborder et qui risque de mener à une véritable crise sociale. Est-ce les Américains? Écrasés sous le poids de leurs propres contradictions, l'American Way of Life est en proie à une vague inflationniste qui risque de constituer un nouveau clou dans le cercueil de leur cohésion nationale, largement mise à mal depuis les manifestations Black Lives Matter et les violences politiques qui ont suivi, dont le plus récent et le plus fort fut l'invasion du Capitole à Washington DC par des partisans de Donald Trump en janvier 2021. La nature ayant horreur du vide, certains acteurs de plus faible importance que ces trois blocs pourraient en profiter pour avancer leurs propres pions sur cet échiquier. Ces tensions laissent exploser une multitude de conflits d'ampleur variable autour de la planète et nous rappellent la multipolarité du monde dans lequel nous évoluons depuis la fin de la Pax Americana imposée par la guerre du Golfe en 1991. L'effet le plus frappant de cette déstabilisation mondiale a été le retour à une guerre conventionnelle symétrique entre deux États-nations, chose que l'on pensait absolument abolie, du moins dans les armées occidentales, avec l'expérience des conflits afghans et irakiens. Le retour à cette forme de guerre de grande ampleur et engageant des moyens de destruction conséquents fut préfiguré en 2014-2015 avec l'émergence de l'État islamique et sa constitution ex nihilo en califat sur ses conquêtes territoriales en Syrie et en Irak. Pour la première fois, un simple groupe terroriste était en passe de détruire ou mettre en déroute des divisions entières d'armées professionnelles et bien équipées, de prendre de larges portions de territoire incluant des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et de les administrer avec des institutions, des lois et une organisation quasi-étatique. À cette époque, en regardant les colonnes infernales des milliers de combattants de Daesh fondre sur Ninive, Deir ez-Zor ou encore Palmyre à bord de véhicules blindés, je me suis souvenu avec un sourire amer que, quelques années plus tôt à peine, l'un de nos cadres en école de sous-officiers nous expliquait que notre génération ne connaîtrait plus de conflits de haute intensité, comme ce fut le cas au cours du XXe siècle. Si l'histoire ne se répète pas, elle a tendance à bégayer. Et la destruction de l'État islamique, ou du moins de sa capacité de souveraineté territoriale, n'a pas atteint la détermination de certains de ses partisans les plus fanatiques de nuire à l'Occident par tous les moyens possibles. La reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan est un marqueur qui doit également nous inquiéter, tant quant à la capacité des Américains à assurer la crédibilité de leur puissance sur la scène internationale, que par la constitution éventuelle d'une base arrière où les partisans d'un salafisme international de combat pourront venir s'entraîner au djihad pour le porter de nouveau au cœur de nos sociétés. Si ce type de combat dissymétrique a eu tendance à se multiplier à travers le monde, notamment depuis le début des années 2010 et les révolutions arabes qui ont essaimé le long des côtes sud de la Méditerranée, un autre tournant technologique et opératif a encore été franchi lors de la guerre opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en 2020. Une parenthèse très courte et très localisée d'à peine un mois, mais qui nous a donné à voir deux pays s'opposant militairement dans le plus pur style clausewitzien et mettant en œuvre des moyens de guerre conventionnels combinés à une doctrine d'emploi de drones inédite, notamment grâce au drone Bayraktar turc que nous avons déjà abordé sur le chapitre ukrainien. Ce conflit à petite échelle était, semble-t-il, un apéritif de ce qui a suivi 2 ans plus tard aux portes de l'Union européenne. Ajoutons à cela les nombreuses cyberattaques, sorte de guérilla informatique permettant aux hackers d'ouvrir des failles dans les systèmes d'information de nos administrations ou de nos industriels, voire de les bloquer partiellement ou totalement. La dernière action de ce type ayant eu lieu en France remonte au mois d'août, au cours de laquelle un groupe originaire de Russie baptisé Logbit a revendiqué le blocage du site d'un hôpital de l'Essonne et réclamé une rançon d'1 million d'euros.
une sorte de prise d'otage informatique. D'autres éruptions de violence sont encore à noter dans les Balkans, où Serbie et Albanie se regardent en chien de faïence autour de l'épineuse question du Kosovo, qui cristallise les tensions depuis plus de 20 ans. Ainsi qu'en Afrique, où Chine et Russie jouent aux marionnettistes en mettant en exergue les tensions ethniques, religieuses et sociales afin d'affaiblir la position des anciennes puissances coloniales encore implantées dans la région, notamment la France, qui s'est vue chasser du Mali par la junte nouvellement au pouvoir. Toutes ces crises nous donnent un aperçu de ce que représente cette période de fin d'abondance et d'insouciance dont parlait Emmanuel Macron. Le message est clair, les Européens et particulièrement les Français ne peuvent plus rester passifs dans un monde aussi bouleversé. Le constat, très bref, est posé. Contrairement aux pseudo-enseignements des années 90, l'histoire n'est jamais terminée. Deux choix s'offrent alors à nos sociétés occidentales développées et confortables face à ces changements d'air. Être proactifs pour redevenir les acteurs de notre propre avenir, ou les subir en espérant ne pas perdre trop de plumes dans le processus. Deuxième partie, armes et citoyenneté. Introduction. 12 janvier 2015. Comme des millions de Français, mes camarades et moi suivons quasiment en direct l'attaque qui vient d'avoir lieu dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, régulièrement menacé par des groupes djihadistes pour ses caricatures du prophète de l'islam. Pour la première fois, des hommes en armes viennent d'abattre des civils dans une tuerie de masse ressemblant au mass shooting qui secoue régulièrement les États-Unis depuis les années 90. Rapidement, des vidéos amateurs fleurissent sur le net et sont relayées dans les médias. Sur l'une d'entre elles, on y voit un policier, Ahmed Merabet, être blessé puis exécuté froidement par les deux terroristes cagoulés que l'on connaîtra plus tard sous leurs vraies identités, Chérif et Saïd Kouachi. Les frères paradent ensuite brièvement dans la petite rue en dressant leurs poings et proclament leur vengeance accomplie. Cloîtrés dans leurs appartements ou réfugiés sur les toits, à une dizaine de mètres à peine, les riverains filment la scène d'une main tremblante. Sûrs de leur supériorité, les deux terroristes vont jusqu'à de nouveau ouvrir le feu contre une patrouille de police qui ne peut que reculer pour se mettre à l'abri et laisser le champ libre aux deux hommes en noir qui prennent la fuite. Devant ces images, une pensée vient immédiatement à l'esprit de tous. Et si j'avais été là? Si cela avait été moi, à l'une de ces fenêtres, qu'aurais-je fait? Évidemment, les soldats que nous étions alors se font la même réflexion. Il aurait suffi que, dans un seul de ces appartements, se trouve quelqu'un possédant une arme à feu et une aptitude à l'utiliser pour enrayer l'attaque. Fort heureusement, les terroristes seront finalement tués par le GIGN après 3 jours de traque et une prise d'otage dans une ancienne imprimerie à quelques 50 km du lieu de l'attaque initiale, sans avoir tué personne d'autre sur leur chemin. Cela ne sera hélas pas le cas quelques mois plus tard des terroristes du 13 novembre, qui, après avoir tiré pendant de longues minutes des rafales d'armes automatiques dans les rues de la capitale sur les clients de plusieurs bars attablés en terrasse, se rendront finalement sans encombre jusqu'à la salle de concert du Bataclan pour y massacrer encore 90 personnes. Leur attaque sera finalement enrayée par l'action, à la fois simple et héroïque, d'un commissaire de la brigade anticriminalité et de son chauffeur, primo-intervenant, dépêché sur place quelques minutes à peine après l'assaut du Bataclan. Les deux policiers parviendront à tuer l'un des terroristes, forçant les 3 autres à stopper leur carnage pour se cloisonner dans une pièce, dans l'attente d'un assaut final des forces d'intervention de la police. Il n'a suffi que de 2 hommes, simplement équipés de leurs armes de poing de service en 9 mm, correctement entraînés et au courage certain, pour enrayer une attaque avec un rapport de force de 2 contre 4 et opposés à des djihadistes confirmés, équipés de fusils d'assaut et qui avaient l'avantage du nombre, de l'initiative et de la terreur. Avec les réseaux sociaux et les moyens de communication modernes, des dizaines de vidéos sont publiées tous les ans en France, en Grande-Bretagne ou encore en Allemagne, mettant en scène des attaques au couteau, à la voiture bélier, des agressions violentes contre des citoyens lambda, des femmes, parfois des enfants. Des gens qui ne demandaient rien de plus que de vivre tranquillement et en paix se font violenter, frapper ou poignarder pour une idéologie, une cigarette refusée, un regard ou un numéro de téléphone refusé. Devant ces actes, on peut parfois entendre s'élever des voix de partisans du port d'armes à l'américaine, abreuvés de légendes urbaines et de films de vigilantes, auxquels répondent d'autres partisans, cette fois-ci de l'interdiction de l'accès aux armes à la population civile, selon lesquels la législation américaine serait une catastrophe sécuritaire et sociale, chacun étant généralement dans une idée un peu vague du sujet qu'il défend. Les uns jugeant que la généralisation de la circulation des armes au sein d'une population permet un équilibre de la force bénéfique du point de vue de la civilité, les autres au contraire considérant que donner l'accès à la possibilité de porter une arme aux simples citoyens transformerait la société en Far West sans foi ni loi. Penchons-nous sur ces allégations. L'exemple américain. Citation de Clint Eastwood.
J'ai une politique très stricte de contrôle des armes à feu. S'il y a une arme à feu, je veux en avoir le contrôle. Paradis de la liberté individuelle pour les uns, enfer inégalitaire et violent pour les autres, les États-Unis d'Amérique font l'objet d'un grand nombre de fantasmes sur la législation concernant les armes à feu. Lorsque l'on se penche sur le sujet, pourtant, on se rend bien vite compte d'une évidence. Il y a autant de réglementations sur les armes aux USA qu'il n'y a d'États. Système fédéral bien loin de notre République une, indivisible et très centralisée, chaque État dispose de son propre gouvernement local, de ses propres lois et de ses propres règlements, à l'image de ce que l'on peut retrouver dans certains pays comme l'Allemagne, où le pouvoir local a beaucoup plus d'importance qu'en France. Évidemment, l'ensemble du pays est tout de même soumis à la Constitution et, dans le cas qui nous intéresse, son deuxième amendement qui stipule que le droit de chacun de posséder et de porter une arme ne doit pas être enfreint, pour ce qu'une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre. Il y a également diverses lois dites fédérales, dont un organisme dénommé ATF, pour Alcohol, Tobacco and Firearms, se charge de l'application dans tout le pays concernant l'usage et la diffusion d'alcool, de tabac et d'armes à feu. Citons notamment le Federal Assault Ban, mis en place en 1994 sous la présidence de Bill Clinton, et qui interdit l'usage aux civils des armes d'assaut telles que certains fusils automatiques ou pistolets mitrailleurs. Certains États sont jugés plus restrictifs que d'autres. C'est notamment le cas de la Californie ou de New York, où la législation sur les armes est quasiment identique à celle ayant cours au sein de l'Union européenne, et où les permis de port d'armes sont délivrés au compte-gouttes et après de nombreuses démarches administratives. Contrairement à eux, d'autres États comme l'Alaska ou encore bientôt l'Alabama, qui compte assouplir sa législation sur les armes en 2023, sont beaucoup plus permissifs et permettent le concealed carry, ou port d'armes dissimulé sous les vêtements, généralement des armes de poing, et l'open carry, port d'armes en visibilité, qu'elles soient longues ou courtes, sans qu'aucun permis ne soit requis. Ces législations ont-elles une influence sur les meurtres utilisant des armes à feu? En outre, le suivi, la déclaration et le type d'armes autorisées à la vente peuvent encore varier d'un État à un autre. La Californie interdit expressément l'acquisition des carabines, notamment les AR-15, sans en avoir préalablement modifié plusieurs éléments, notamment la crosse afin d'empêcher une bonne tenue de l'arme pour du tir de combat, un canon rallongé ou encore l'interdiction d'utiliser des chargeurs de plus de 10 coups. En 2015, les 3 villes américaines les plus criminogènes étaient Détroit dans le Michigan avec 20,09 crimes violents pour 1000 habitants, Camden dans le New Jersey avec 20,32 crimes violents pour 1000 habitants et East Saint-Louis dans l'Illinois qui culmine à 39,26 crimes violents pour 1000 habitants. Pourtant, la législation sur les armes à feu dans ces deux derniers États est considérée comme restrictive par Gun Policy. Le crime violent se définit selon l'article 18 du Code pénal américain par l'utilisation ou la menace de violence pour atteindre à l'intégrité physique ou matérielle d'une tierce personne. Quant aux villes américaines les plus sûres, différents classements existent, mais il en ressort quelques noms intéressants à étudier. Glendale et Irvine, toutes deux en Californie et abritant pour la deuxième beaucoup de sièges sociaux des géants de la tech, mais aussi, et c'est plus surprenant, Plano au Texas et Gilbert en Arizona, deux États réputés pour leur culture cow-boy et leur amour immodéré des armes à feu. Comme on peut le voir sur un certain nombre de cartes disponibles sur Internet, le lien entre possession d'armes à feu et taux d'homicide n'est pas clairement établi. Ainsi, les États du Montana, du Wyoming ou de l'Idaho, dont le nombre de propriétaires d'armes à feu est l'un des plus élevés des USA, affichent un taux d'homicide inférieur à des États comme le Missouri, l'Illinois ou même la capitale Washington DC, des lieux où le nombre de possesseurs d'armes à feu est pourtant bien plus bas. Cela peut-il pour autant faire ressortir une vérité générale? Pas forcément. À titre d'exemple, Virginia Beach affiche des taux de crimes violents inférieurs au reste de l'État de Virginie et bien en deçà de ses voisines Portsmouth ou Norfolk. La corrélation entre crime et législation d'armes à feu ne semble donc pas tout à fait établie et d'autres causalités viennent s'ajouter dans l'équation comme la pauvreté, la cohésion sociale, les problèmes communautaires, etc. etc. Les mass shootings. Ce terme, devenu récurrent dans les médias occidentaux depuis quelques années, nous renvoie à une réalité cruelle. Un mass shooting, ou littéralement fusillade de masse dans la langue de Molière, désigne, selon la législation américaine, une série d'exécutions armées faisant 3 à 4 victimes au minimum et dans un court laps de temps. En France, le terme périple meurtrier est plutôt utilisé depuis les attentats de 2015 et a amené à une évolution de la législation en termes de légitime défense pour les forces de l'ordre et les militaires de l'opération Vigipirate et Sentinelle. Des noms comme Uvalde en 2022, San Bernardino en 2015 ou encore Sandy Hook en 2012 résonnent dans les esprits comme ayant été des massacres absolus dans lesquels un tueur armé fait irruption dans une foule et abat des dizaines de personnes. Si les années 90 ont connu un bref pic de crimes de masse, avec par exemple la tuerie de Columbine, qui est restée dans les mémoires comme l'une des plus médiatisées et qui marquera le début d'une sorte de série noire dans les écoles américaines, le nombre de mass shootings a surtout explosé depuis le début des années 2010,
Pourtant, une quinzaine d'années après le passage du fédéral à Soban dont nous avons parlé plus haut, et qui proscrit la détention d'armes automatiques aux civils. Pour pallier ces violences, certaines localités ont institué des gun-free zones. Précision pour les anglophobes, non, il ne s'agit pas d'une zone d'armes gratuite, mais d'un endroit où toute arme à feu est prohibée, et ce, avec ou sans permis. Malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ce qui devait au départ prévenir du risque d'attaque violente s'est retourné contre l'idée d'origine. Ainsi, l'on apprend que 94% des meurtres de masse outre-Atlantique avaient eu lieu au sein de l'une de ces gun-free zones entre 1950 et 2019, et ce chiffre monte à 96% uniquement sur la période 1998-2015. En juillet 2022, dans l'état de l'Indiana, qui était l'une de ces gun-free zones, là encore, un homme armé d'un AR-15, là encore, a entamé un périple meurtrier en abattant 3 personnes. Il fut pourtant à son tour terrassé quelques instants plus tard par Elisha Dickens. Ce jeune homme ordinaire accompagnait sa petite amie pour une séance de shopping et portait, en dépit du règlement intérieur de l'endroit, une arme de poing dissimulée sous ses vêtements. Ce n'est que grâce à cette action de désobéissance et la réaction rapide du good guy, qui n'avait pourtant jamais suivi d'entraînement militaire ni policier, que le bad guy put être stoppé net dans son élan. Alors, tout est bien qui finit bien? Pas forcément. Secoué par des vagues de violence sociale, une radicalisation des différents groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, qui chacun se forment en différentes milices dont le droit d'association est garanti par la Constitution, couplé à un déchirement politique interne suite aux allégations de fraude électorale lors des élections présidentielles de 2020, le pays de l'oncle Sam tente de préserver la paix sociale en voulant durcir le contrôle des armes à feu et bannir certaines d'entre elles considérées comme des armes d'assaut. Seulement, leurs possesseurs seront-ils prêts à les rendre ? La tendance inverse semble plutôt se dessiner. Entre 2007 et 2018, la proportion américaine moyenne est passée de 85 à 120 armes pour 100 habitants, avec un total de plus de 300 millions d'armes détenues par des civils. Si une telle loi de confiscation voyait le jour, il y aurait fort à parier qu'un grand nombre de ces armes à feu soient passées sous les radars. Car n'oublions pas que dans certains États comme en Floride, la déclaration d'acquisition des armes ou de leur perte n'est pas obligatoire. Dans cette situation, les premiers pénalisés seraient les citoyens honnêtes eux-mêmes, qui se retrouveraient désarmés, tandis que les criminels continueraient à s'approvisionner sur le marché noir florissant. Pour résumer, la seule possession d'armes à feu ne peut pas expliquer l'augmentation du taux de criminalité. Une société composée de personnes violentes le sera fatalement à son tour. L'être humain trouve toujours une façon de tuer son prochain, peu importe les outils qu'il a ou non à sa disposition. Le port et la détention d'armes en Europe. Citation de Thucydide. Une nation qui sépare ses érudits et ses guerriers verra ses réflexions faites par des lâches et ses combats menés par des imbéciles. Lorsqu'on aborde le sujet du port d'armes dans une conversation, les esprits vont naturellement se tourner vers le cas américain que nous venons d'aborder. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour trouver des pays moins restrictifs en la matière à sa population civile. Au sein même de l'Union européenne, voire à nos frontières directes, certains de nos voisins ont su trouver un équilibre entre liberté, sécurité et défense nationale. C'est par exemple le cas de la Suisse. Farouchement attachée à son indépendance, la Confédération helvétique possède depuis le XIIIe siècle une tradition armurière qui ne s'est jamais démentie. Ayant 3 langues officielles et autant de biais culturels différents, le français, l'allemand et l'italien, organisés en cantons très indépendants les uns des autres et pauvres en matières premières, ce petit pays, essentiellement montagneux, n'avait à l'origine que très peu d'atouts face à ses gigantesques et gourmands voisins. Comment donc réussir à former une nation avec tout cela? Le système de milice suisse. Les Suisses sont des citoyens quand les Français ne sont que des contribuables. Blague helvétique. À l'évocation du nom de ce petit pays alpin, l'on peut avoir tendance à sourire en pensant instinctivement au bonbon Ricola et à l'accent traînant. Mais il ne faut pas s'y tromper. Les descendants de Guillaume Tell et des Lansquenet n'entendent pas se laisser dicter la marche à suivre par quelque puissance que ce soit. Et cela commence par une économie de pointe, un système de démocratie directe dans lequel le citoyen est au cœur de la vie publique et, naturellement, une autonomie militaire quasi complète pour se défendre. Notons d'ailleurs que la Suisse est le pays qui compte le plus d'abris antinucléaires du monde, avec une place pour chaque habitant. Le service civique de la Confédération helvétique est organisé sous forme de milice. Selon Wikipédia, la notion de base de la milice se définit comme suit. Le principe de milice repose sur l'idée républicaine selon laquelle la citoyenne ou le citoyen qui en a les capacités doit assumer des charges et des tâches publiques à titre extra-professionnel et honorifique. L'engagement de milice constitue ainsi un service temporaire à temps partiel ou bénévole au bénéfice de la communauté. Dans une perspective d'idéal démocratique, la souveraineté populaire englobe ainsi non seulement de participer à la prise des décisions dans les affaires publiques, entre parenthèses autodétermination, mais également à l'exécution de celle-ci, entre parenthèses l'autogestion. Ce système était par ailleurs cher à un certain Jean Jaurès, qui y voyait là l'exemple parfait de la nation en armes et de la capacité des citoyens à être responsabilisés à la défense de leurs propres intérêts et de leur patrie.
En 1912, lors de la visite diplomatique du Kaiser Guillaume II, alors qu'il observe avec attention les tireurs de l'armée suisse faire mouche à plus de 300 mètres de leur cible, la tradition populaire prête l'échange suivant entre le Kronprinz et l'un des militaires. Vous avez 250 000 hommes et vous tirez bien, mais que ferez-vous si j'envoie mon armée de 500 000 soldats ? Avec le calme et la tranquillité que l'on connaît aux Helvètes, le militaire aurait simplement répondu « Tirez 2 fois, puis rentrez chez nous ». Chaque année, ce sont donc 30 000 jeunes ayant entre 18 et 25 ans qui effectuent leur visite médicale d'aptitude afin de suivre le service militaire. Ensuite, 10 000 à 12 000 hommes passent le portail des casernes des différents régiments de l'armée suisse, ainsi qu'environ 400 jeunes femmes qui peuvent effectuer leur service sur la base du volontariat. S'ensuivent alors 18 semaines de formation en école de recrues, pendant lesquelles les apprentis militaires s'instruiront tout d'abord sur les bases communes du métier de soldat, avant d'entamer la formation de spécialité de leur arme et de leur unité d'appartenance, que ce soit en infanterie, transmission, cavalerie, logistique ou autre. Une fois cette formation initiale terminée, les recrues sont rendues à la vie civile, mais leur service n'est pas pour autant terminé. En effet, à compter de leur incorporation, ces citoyens resteront mobilisables pendant une durée de 9 ans et devront, en outre, suivre 6 cours de répétition de 3 semaines obligatoires, ainsi qu'une séance de tir par an avec leur arme réglementaire. 300 mètres au fusil d'assaut pour les hommes de troupe ou 25 mètres au pistolet pour les cadres. Ceux qui dérogent à ces règles devront s'acquitter d'une taxe d'exemption de service s'élevant à 3% du revenu annuel. Parmi eux, environ 10% sont volontaires service long, c'est-à-dire qu'ils effectuent toute la durée de leur service d'une seule traite, soit environ 300 jours. Cette formule est privilégiée par les personnes qui veulent s'affranchir rapidement de leurs obligations militaires pour se concentrer sur leur future carrière professionnelle ou pour pouvoir partir à l'étranger pendant une longue période. Une fois ce service effectué, les militaires sont libérés de leurs obligations sans avoir à suivre de cours de répétition. Ils doivent en revanche effectuer, à l'instar de leurs homologues du service militaire simple, un tir à l'arme réglementaire une fois par an au sein d'une société de tir civil. Ce dernier point nous permet d'aborder la question de la possession d'armes à feu au sein de la population civile. En effet, on vient de voir que la majorité des hommes aptes à servir sous le drapeau à croix blanche s'acquittent de leur période militaire. Car bien qu'un service civil existe également et attire environ 6 000 jeunes chaque année, plus de 80% de la population suisse soutient son armée et 74% souhaitent même renforcer ses moyens. Lorsqu'un citoyen suisse termine sa période de service militaire, il doit rendre une partie de ses effets militaires à l'autorité cantonale dont il dépend. Cela comprend divers matériels jugés sensibles comme le casque, le masque à gaz, ainsi que son arme en bon état de fonctionnement. En revanche, la loi l'autorise également à effectuer une demande officielle pour devenir pleinement propriétaire de son fusil d'assaut FAS 90 ou de son pistolet de 9 mm Parabellum et ainsi pouvoir les garder. Sur ce point, la loi fédérale sur les armes stipule ceci. Les militaires équipés du fusil d'assaut peuvent conserver leurs armes personnelles s'ils sont en mesure de prouver qu'ils ont accompli au cours des 3 dernières années au moins 2 fois le programme obligatoire à 300 mètres et 2 fois le tir en campagne à 300 mètres. Ces tirs sont inscrits dans le livret de tir ou le livret des performances militaires, entre parenthèses LPM. Les militaires équipés d'un pistolet peuvent en devenir propriétaires sans fournir d'attestation de tir. En outre, le demandeur doit également être détenteur d'un permis d'acquisition d'armes. Ceci est une formalité administrative visant à s'assurer que le demandeur est majeur et apte à posséder une arme, et n'est donc ni soumis à un régime de tutelle ou de curatelle, ni sujet à commettre des crimes ou délits violents ou en état de récidive. L'autorisation d'acquisition de certaines armes automatiques telles que des pistolets mitrailleurs est également soumise à la discrétion de l'Office cantonal des armes. Tout cela mis bout à bout fait de la Suisse le 3e pays le plus armé du monde, derrière les États-Unis et le Yémen, avec 3,4 millions de fusils et pistolets. Pourtant, le taux de criminalité y est également l'un des plus faibles, bien en deçà de la France par exemple. Les armes à feu ne sont impliquées que dans 18% des homicides, et le pays n'a déploré aucun crime de masse depuis 2001 qui vit l'attaque du Parlement de Zouk par un forcené. Cela tient vraisemblablement en grande partie du fait que les citoyens qui possèdent une arme sont bien plus responsabilisés que dans un système plus libéral comme celui des États-Unis. Le droit de posséder une arme revient à s'acquitter des devoirs qui y sont liés envers son pays et ses concitoyens. En Suisse, un fusil d'assaut n'est pas un jouet que l'on achète par caprice ou pour s'amuser. C'est un outil qui permet de garantir la stabilité et la paix, aux frontières comme au sein de son pays. Régulièrement, certains partis tentent d'abroger cette loi afin de s'aligner sur les réglementations des pays de l'Union européenne, notamment lors d'une votation de 2011 portée par les représentants du Parti socialiste suisse. Éloignons-nous un peu pour nous rapprocher maintenant du cercle polaire. Plus au nord-est, un pays frontalier de la Russie a adopté une conception de la citoyenneté similaire à celle de nos voisins helvétiques. La Finlande sort de sa réserve. Citation de Végès, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Si vous dites à quelqu'un « Puolustuvoismat », il y a peu de chances qu'il saisisse l'objet de votre discussion.
Il s'agit pourtant du nom de l'armée finlandaise et cela signifie littéralement force de défense. Car si la Finlande a participé à plusieurs reprises aux missions de l'OTAN, et qu'au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, son adhésion est au cœur de débats, ce pays à la langue et à la culture unique du nord de la Baltique a su garder une tradition d'indépendance et de paix armée vis-à-vis de ses voisins. Comme en témoigne son équipement militaire très hétéroclite, l'armée finlandaise a su s'adapter à son environnement et tirer le meilleur des doctrines et du matériel des deux blocs pour les axer sur la défense de son intégrité territoriale. Faisons un rapide retour en arrière à l'aube des années 40. Certains de nos lecteurs auront sans doute entendu parler de la guerre russo-finlandaise, aussi connue sous le nom de guerre d'hiver. Si le lecteur nous permet ce trait d'esprit, les relations entre la Finlande et la Russie ont historiquement toujours été fraîches. En 1939, prétextant la menace de son intégrité sur sa frontière nord et profitant de l'échec des pourparlers de partage territoriaux, l'URSS rompt le traité de non-agression signé en 1932 qui la liait à la toute jeune République finlandaise. Et l'armée rouge envahit son voisin en novembre. Face au rouleau compresseur soviétique et ses quelques 800 000 soldats, 3 000 chars et près de 4 000 avions, les Finlandais ne peuvent opposer que péniblement 400 000 hommes, en comptant les volontaires étrangers, notamment suédois et danois, une trentaine de chars, pour majorité des Renault FT-17, achetés à la France au lendemain de la Première Guerre mondiale et techniquement dépassés, et moins de 200 avions. Comme on pouvait s'y attendre et malgré le froid glacial, les soldats de Staline traversent la frontière et arrivent rapidement sur le principal axe de défense finlandais, la ligne Mannerheim, tirée du maréchal du même nom. Bien conscients de leur écrasante infériorité numérique et technique, les militaires finlandais décident d'exploiter au maximum leur terrain largement propice à la défense. Ainsi, utilisant pour abri les immenses forêts, les lacs et les reliefs accidentés, les troupes finnoises passent maîtres dans l'art du camouflage et de la guérilla. Utilisant des tenues blanches pour se masquer dans la neige et se déplaçant à ski, les Suomalaiset harcèlent sans relâche les troupes ennemies, privilégiant des frappes rapides et brutales, avant de se replier en bon ordre plutôt que de tenir une ligne statique et des défenses lourdes comme des forts ou des bunkers. Subissant des pointes de gel pouvant atteindre moins 40 degrés Celsius, mal préparée à ce type de conflit et sortant tout juste des grandes purges staliniennes, l'armée rouge ne parvient pas à percer et subit de très lourdes pertes. Plus de 126 000 tués et 264 000 blessés et prisonniers, auquel il faut ajouter la perte de quelques 3000 véhicules en à peine plus d'un mois. Les Finlandais affichent quant à eux un taux de perte 10 fois inférieur. C'est lors de cette guerre que sera utilisé pour la première fois le fameux cocktail Molotov, bouteille remplie d'essence et coiffée d'un bout de tissu enflammé ayant pour but d'incendier le bloc moteur d'un char lorsqu'il est correctement lancé. C'est également ce conflit qui sacrera Simo Häyhä comme étant le tireur d'élite ayant le plus de victimes à son actif de tous les temps, encore invaincu à ce jour, avec entre 500 et 700 tirs confirmés selon les sources. Depuis, bien que la Finlande reste attachée à sa neutralité, tout comme la Suisse, la peur de l'impérialisme, d'abord soviétique puis russe, est restée dans l'inconscient collectif de sa population. Ainsi, ce petit pays de 5,5 millions d'habitants compte l'impressionnant chiffre de 900 000 réservistes pour 13 000 soldats professionnels, soit 96% de ses effectifs, et est capable, en cas de mobilisation générale, d'aligner près de 280 000 soldats pour défendre ses frontières. Ce besoin d'avoir une population rapidement mobilisable a résulté, en plus d'un service militaire obligatoire pour tous les hommes et facultatif pour les femmes, à la création en 1993 de la MPK, ou Association nationale d'entraînement à la défense finlandaise. Ce groupe, ouvert aux soldats d'active et de réserve comme aux citoyens ordinaires, fournit une instruction militaire à tout volontaire âgé de plus de 16 ans. Du b.a.-ba de la lecture de cartes ou du bivouac en forêt jusqu'à l'utilisation d'armes anti-chars ou de mitrailleuses et l'organisation d'une embuscade, ce sont tous les ans 40 000 citoyens qui viennent s'exercer à la défense nationale encadrés par des professionnels. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, ce chiffre a été multiplié par 10. La Finlande est également connue dans le monde du tir sportif, notamment américain, pour être l'organisatrice une fois par an de l'un des stages de tir les plus difficiles du monde. Répondant au doux nom de Finnish Brutality, pléthore de vidéos sur YouTube mettent en scène de longues séances de tir de combat au fusil d'assaut, au pistolet ou à la carabine de précision, depuis des abris de fortune, en déplacement tactique ou encore depuis l'intérieur d'un véhicule, dans des conditions hivernales et en alternant sur des exercices physiques tels que des parcours d'obstacles, l'immersion dans une tranchée remplie d'eau gelée, la simulation d'évacuation d'un blessé ou encore le transport de caisses de munitions, le tout sur un temps chronométré. Comme on peut donc s'en douter, la Finlande affiche un nombre d'armes par habitant très élevé, juste derrière la Suisse, avec une moyenne de 45 armes pour 100 habitants. Pourtant, son taux d'homicide volontaire de 1,2 meurtres pour 100 000 habitants est, là encore, inférieur à celui de la France et au même niveau que celui de la Grande-Bretagne, qui compte pourtant l'une des législations les plus draconiennes d'Europe en matière d'accès aux armes à feu pour les civils, avec 6,6 armes pour 100 habitants. Check it out. Citation de Samuel Colt, créateur du revolver moderne. Dieu a créé les hommes, je les ai rendus égaux.
Autre pays, autre mœurs, mais toujours en Europe, la République tchèque a inscrit en 2021 dans sa constitution la garantie du droit au permis de port d'armes dans l'espace public, après celle de 2017 autorisant les citoyens à faire usage de leurs armes personnelles en cas d'attaque terroriste. Cette loi, portée par le sénateur et ancien chef de la police Martin Červíček, a fait suite aux restrictions de l'Union européenne de 2017 sur l'interdiction à l'acquisition de certains types d'armes pour les tireurs sportifs. Ainsi, ce petit pays d'Europe centrale compte 300 000 porteurs légaux d'armes à feu. Attention à ne pas confondre détention d'armes et port d'armes. En France, si la détention d'armes à son domicile est autorisée avec un permis de chasse, une licence de tir ou de balle-trappe, et que leur transport est autorisé dans un étui prévu à cet effet et l'arme déchargée, le fait de porter une arme sur soi prête à être utilisée est quasiment proscrit, mis à part pour les forces de l'ordre, et soumis pour les particuliers à une demande spécifique réservée à des situations exceptionnelles, lorsque des menaces de mort à l'encontre de son demandeur sont avérées. Cela peut aussi être le cas de certaines professions à risque, comme les bijoutiers et les armuriers, sur leur lieu de travail. Dénommé Permis E en Tchéquie et délivré au titre de la défense personnelle, il représente environ 80% des acquisitions d'armes, les 20% restants étant partagés entre les chasseurs et les tireurs sportifs. Pour l'obtenir, le candidat doit répondre à un questionnaire de 30 interrogations portant sur l'aspect législatif, technique et médical, et obtenir une note minimale de 74 points sur 79. S'ensuit alors une épreuve pratique consistant à démonter et remonter une arme de poing, effectuer des opérations de sécurité, énumérer les 4 règles de sécurité ainsi qu'effectuer une séance de 5 tirs sur un objectif placé à 10 mètres, avec au minimum 4 impacts en cible. Après son obtention, le titulaire du permis peut alors légalement porter sur soi jusqu'à 2 armes de poing chargées, au titre de la légitime défense aux personnes. Pour autant, le nombre de victimes d'homicide a toutefois été en constante baisse depuis les années 90 jusqu'en 2012, tandis que celui des possesseurs légaux d'armes à feu ne cesse d'augmenter. Pologne ou l'esprit de résistance. Autre pays d'Europe centrale et ancien satellite de l'URSS, la Pologne a également un système bien à elle et qui consiste, à l'instar de la Finlande, à responsabiliser le citoyen à la défense de son pays. Traumatisés par l'invasion russe de l'Ukraine et persuadés d'être les prochains sur la liste, les Polonais n'ont pourtant pas attendu 2022 pour constituer légalement des milices paramilitaires. Cela remonte en réalité à la fin du XIXe siècle. La Pologne ayant toujours été aux prises avec l'impérialisme allemand d'un côté et russe de l'autre, plusieurs groupes ont germé sur le territoire sans réel contrôle étatique. Le plus connu d'entre eux fut certainement l'Armia Krajowa, ou armée de l'intérieur. Similaire au FFI français, il fut le groupe de résistance le plus important et le plus actif du pays lors de la période d'occupation allemande. Il s'est notamment illustré lors du soulèvement de Varsovie en 1944. Sévèrement réprimé après 1945 et la prise de contrôle de la Pologne par l'URSS, le mouvement n'en a pas moins mené des opérations clandestines et des actions de guérilla contre l'occupant soviétique jusqu'au milieu des années 50. Aujourd'hui, plus de 40 000 volontaires, parfois âgés de seulement 13 ans, rejoignent ces groupes paramilitaires, dont les noms rappellent des figures héroïques de la nation polonaise, et très actifs dans le nord-est du pays, à la frontière biélorusse. Ces formations durent généralement le temps d'un week-end, à mi-chemin entre l'association d'Airsoft et la réserve opérationnelle. Ces dernières années, le gouvernement polonais tente de reprendre la main sur ces diverses organisations pour les placer sous le contrôle du ministère de la Défense afin de rationaliser leurs moyens et d'éviter les éventuelles dérives liées à des groupuscules politiques ou lors des sessions de formation, qui peuvent être parfois brutales et mal encadrées. En ce sens, une force de défense territoriale a été créée en 2015, sorte d'organisme supplétif aux forces armées polonaises, qui est d'ailleurs l'une des rares en Europe à atteindre l'objectif des 2% du PIB au sein de l'OTAN. Notons également que la Pologne est l'organisatrice tous les ans du stage Leka Piechota ou Infanterie légère, compétition de tir internationale rassemblant civils et militaires de tout pays, et consistant en une série de séances de tir dans diverses conditions, de jour comme de nuit, agrémentées par des exercices divers allant du transport de charges sur plusieurs kilomètres à de la course d'orientation, le but étant de réaliser le plus grand score possible dans une fenêtre de 24 à 36 heures. Cette compétition est particulièrement prisée par les membres des forces spéciales qui mettent à l'épreuve leur endurance physique et leurs compétences techniques. D'ailleurs, cela nous rappelle également que la loi polonaise, dans le cadre de l'organisation de ces milices, autorise la pratique de la randonnée en portant une arme sur soi dès lors qu'elle n'est pas approvisionnée. Le pragmatisme israélien. Qui s'y frotte s'y pique, devise attribuée à Louis XII. Un peu plus loin du vieux continent, mais avec des problématiques proches des nôtres en termes de terrorisme, citons également le cas d'Israël. Longtemps entouré d'ennemis mortels, le service militaire obligatoire pour les hommes comme pour les femmes est, depuis sa création, la clé de voûte de la cohésion nationale de ce petit pays comptant moins de 10 millions d'habitants. D'une durée de 2 ans et demi pour les hommes et de 2 ans pour les femmes, qui peuvent également choisir de participer à un service civil, ce temps de service est particulièrement long.
Il avait déjà été réduit de 6 mois en 2015 et devait encore être raboté de 2 mois en 2021 pour des raisons budgétaires, avant que cette dernière mesure ne soit annulée en raison du manque d'effectifs que cela risquait de poser. De par sa nature géographique et politique, l'État hébreu se trouve en état de guerre quasi permanent depuis sa création en 1948. Profondément marqué par l'Holocauste, le credo de ses premiers chefs politiques et militaires tels que David Ben-Gourion ou Moshe Dayan était clair. Plus jamais ça. Le pays a donc été organisé autour de la nécessité de disposer d'une armée autosuffisante et capable de tenir tête à toute forme de menace, quelle qu'elle soit. Des rebelles palestiniens aux armées syriennes et égyptiennes en passant par les milices libanaises, Tsahal a toujours démontré une grande capacité d'adaptation dans la conduite de ses opérations. Depuis quelques années, un nouveau type de menace asymétrique a toutefois émergé. Bien loin des intifadas mobilisant un grand nombre de protestataires et bruyantes, mais plutôt similaires aux actions terroristes que nous connaissons en France, les attaques menées par des loups solitaires ont explosé au cours de ces dernières années. En 2015, sur le seul mois d'octobre, plus d'une soixantaine d'attentats terroristes étaient menés à l'encontre de la population et des forces de sécurité israéliennes, faisant 11 morts et près de 130 blessés. Dans la majorité des cas, 1 à 2 agresseurs armés de couteaux portent des coups au hasard dans les rues ou les lieux publics. Le but de ces attaques est double. D'une part, provoquer un maximum de victimes avant que les terroristes ne soient abattus ou arrêtés. De l'autre, et c'est là le principal objectif de ce mode d'action, faire régner un climat de terreur au sein de la population civile et maintenir dans un état d'alerte constant les forces de police, entraînant alors une usure et une fatigue prématurée de ses membres. De plus, cela requiert un très faible coût humain et matériel. Excite les attentats spectaculaires à l'explosif ou les mouvements de foule rapidement contenus par la police anti-émeute, un simple fanatique prêt à se sacrifier pour la cause et qui passe à l'acte suffit à terroriser un très grand nombre de personnes. Une attaque au couteau ou au véhicule bélier provoque en effet souvent un mouvement de panique, suivi parfois de troubles de stress post-traumatique aux survivants, en plus de la peur provoquée à l'ensemble de la population de se retrouver parmi les victimes de ce terrorisme low-tech très difficile à prévenir et à anticiper pour les services de renseignement, et qui de ce fait frappe où il veut, quand il veut. Conscient que dans l'immense majorité des cas, les primo-intervenants sur ce type d'attaque sont des civils, et que souvent les terroristes privilégient des lieux pas ou peu gardés par les forces de sécurité armées, le gouvernement israélien a largement assoupli les conditions d'accès à l'obtention du permis de port d'armes, notamment pour les anciens militaires, qui représentent donc un très grand nombre de citoyens, mais également pour les colons vivant en Cisjordanie, où les relations entre juifs et arabes sont parfois houleuses, voire hostiles. Le Premier ministre Naftali Bennett lui-même a récemment encouragé ses concitoyens à porter une arme sur eux en permanence depuis les heurts qui ont secoué la région. Depuis le début de l'année 2022, il y a ainsi une augmentation de plus de 600% des demandes de permis. Naturellement, il convient aux possesseurs de s'entraîner et de passer des examens pour se voir attribuer le droit de porter une arme dans l'espace public. En mars 2022, la ville de Bir Shiva, au centre du pays, a vu l'attaque la plus meurtrière depuis 2017 être stoppée par un citoyen armé. Mohamed Abou Al-Kiyan, un homme proche du mouvement État islamique, a tué 4 personnes et en a blessé 2 autres à l'aide de son véhicule et d'un couteau. Alors qu'il venait de poignarder un homme de 67 ans sur un rond-point, il fut abattu par un chauffeur de bus porteur d'une arme à feu, dont l'intervention a, semble-t-il, permis de sauver plusieurs autres vies. Troisième partie, la France. Être un citoyen français. Citation de Charles de Gaulle, « La parole est au peuple, la parole du peuple, c'est la parole du souverain ». Nous avons abordé dans la première partie de cet essai les constats qui se posaient quant aux problématiques sécuritaires auxquelles notre pays devait faire face, et dans la deuxième, les réponses et les modèles sociaux qui appliquaient certains pays culturellement ou géographiquement proches du nôtre. Intéressons-nous maintenant au cœur de cet ouvrage, quelles solutions adopter en France ? De quel pays pourrions-nous nous inspirer pour, d'une part, réadapter notre dispositif sécuritaire face aux menaces actuelles, et d'autre part, responsabiliser à nouveau le citoyen français sur les questions de défense nationale et celles liées à sa propre sécurité. Posons déjà un postulat de départ, le français est un animal politique. Plus encore, il est un animal étatiste. Certains le déploreront, d'autres s'en féliciteront, mais les choses sont ce qu'elles sont. Bien que les différents peuples qui composaient la Gaule d'avant la conquête romaine et son rattachement à sa république puis à son empire avaient déjà une langue, des croyances et des assemblées politiques communes, il est d'usage de faire remonter la nation française en tant qu'entité politique à tendance centralisatrice à l'époque de Philippe Auguste. En effet, le descendant duc Capet fut le premier à porter le titre de Rex Franciae, ou roi de France en tant que territoire, et non plus Rex Francorum, ou roi des Francs en tant que peuple. Son règne, qui s'étendit de 1180 à 1223, vit l'unification d'un grand nombre de duchés, de baronnies et de comtés sous l'égide de la couronne de France.
À ce titre, les Français sont depuis toujours attachés à leurs institutions nationales, au départ cristallisées dans les attributs du pouvoir royal, puis dans la République depuis 1792, en passant par l'Empire sous Napoléon Ier et Napoléon III. Aujourd'hui, et depuis la constitution de la Ve République instaurée par le général de Gaulle, une expression populaire définit la France comme une sorte de monarchie républicaine, dirigée par un pouvoir exécutif fort et où le président, en plus de son image de représentant de la France à l'étranger, est un chef militaire disposant des pleins pouvoirs en cas de crise. À ce titre, l'État français ne devrait pas être une institution un peu obscure et dont les arcanes nous sont inconnus, voire étrangères, mais au contraire l'émanation politique d'une volonté populaire. Peuple d'ailleurs historiquement très divers tant dans ses coutumes locales que ses divergences politiques ou ses implantations géographiques, et avec lequel il a toujours fallu composer. Ainsi, l'une des grandes questions qui s'est toujours imposée aux dirigeants de ce pays était de savoir comment administrer et unir un territoire composé d'Auvergnats, de Picards, de Bretons, de Normands, d'Alsaciens, de Languedociens ou encore de Corses. Les Français doivent, à ce titre, prendre à bras-le-corps l'organisation de leur société sur le plus grand nombre de questions possibles, sous peine de fracturer dangereusement la cohésion sociale et nationale. La conscription en France. L'une des réponses fut l'instauration d'un service militaire national qui prit plusieurs formes et eut un grand nombre de réformes, de réadaptations et de différentes durées au cours de son histoire, avant d'être suspendu, et non pas supprimé, par le président Jacques Chirac en 2002. L'utilité de ce service était double. D'une part, pouvoir mobiliser rapidement un grand nombre d'hommes en armes en cas d'invasion du pays, de l'autre, participer à l'entretien de la cohésion nationale en mélangeant dans l'effort et loin du cocon familial des jeunes hommes d'une même classe d'âge issus de milieux sociaux différents. Pour le premier point, il est à noter qu'au moment de sa suspension, nous étions à peine 10 ans après la fin de la guerre froide, période pendant laquelle, des années 1950 jusqu'à la chute du mur de Berlin, la crainte de voir déferler sur les plaines d'Europe centrale des dizaines de divisions mécanisées soviétiques jusqu'à Brest était vivace. Et ceci malgré le développement précoce de la bombe nucléaire, arme de destruction massive suprême et outil d'affirmation de puissance géopolitique aux yeux du monde, sous l'impulsion du président Charles de Gaulle. Cela se ressentait jusqu'au manuel d'instruction réglementaire de l'armée française, dénommé TTA, pour traiter toutes armes dans le jargon militaire, et notamment dans les éditions allant des années 70 aux années 80, dans lesquelles le conscrit d'infanterie apprenait, entre autres, l'usage de mines antichars et antipersonnels, la fabrication de divers pièges et bombes incendiaires, ou encore le combat d'embuscade en montagne. Cette forme d'apprentissage à la technoguérilla est cristallisée à cette époque dans l'image du commando, dont le profil parfait est à l'image du chat maigre. Agile, agissant dans l'ombre, en petits groupes et capable d'une grande puissance de destruction des centres névralgiques ennemis en un temps réduit. Cette doctrine, inspirée par les méthodes de combat de l'armée britannique et ses fameux Special Air Service de la Seconde Guerre mondiale, cohabite alors avec celle, beaucoup plus riche, du tapissage de la zone d'invasion ennemie par des missiles Pluton ou à l'aide des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, capables d'oblitérer n'importe quel endroit du globe depuis les mers et en toute discrétion. Cette dernière composante de la marine nationale est toujours actuellement un fleuron de l'industrie française de défense, quasiment unique au monde. Mais revenons à notre citoyen soldat, car c'est bien lui qui nous intéresse dans cet essai. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'armée française était scindée en deux corps distincts, les appelés et les engagés. Les appelés, armées de masse typiques, étaient consacrés à la défense nationale et n'avaient donc pas vocation à être déployés à l'étranger. Les opérations extérieures étaient l'apanage des troupes professionnelles qui recevaient un meilleur équipement et un entraînement plus poussé. Cette philosophie fut encore accentuée après la guerre d'Algérie, alors département français, où sur 20 000 pertes françaises, près de la moitié étaient des appelés du contingent. Ainsi, lors des déploiements en dehors de la métropole qui ont suivi, comme au Tchad ou au Liban, il n'était pas question d'envoyer autre chose que des volontaires. Le service national est peu à peu tombé en désuétude. Vivement critiqué dès les années 70, époque peace and love par excellence et pendant laquelle l'armée était très mal considérée, surtout après les scandales liés à l'utilisation de la torture en Algérie et les accusations de post-colonisation, la part du budget des armées n'a cessé de se réduire comme peau de chagrin, passant de 5,4% du PIB en 1960 à 3,2% en 1980 et 2,8% en 1990. Actuellement, le budget de l'armée française représente à peine 1,8% de la part du PIB, avec un objectif à 2% d'ici 2025 afin de respecter les engagements pris vis-à-vis de l'OTAN. Naturellement, l'armée de conscription étant composée de citoyens français et étant donc une sorte de miroir déformant de la société, le service militaire a suivi cette régression. D'une durée de 28 mois au début des années 60, il fut rabaissé à 12 en 1970 et à 10 mois en 1992, peu de temps avant que ne s'ouvre la porte d'une suspension qui sera promulguée quelques années plus tard. Qu'avons-nous perdu avec la fin de ce service militaire obligatoire? Qui avons-nous gagné?
Lorsque l'on parle du service militaire aux gens qui l'ont connu et s'y sont soumis, ce sont souvent les mêmes réflexions teintées d'une pointe de nostalgie qui reviennent avec un sourire aux lèvres. Au début, ça m'emmerdait, mais finalement, c'était une bonne expérience. La plupart des anciens conscrits gardent de bons souvenirs de leur année d'armée. Parmi les points positifs reviennent souvent les mêmes termes, l'entraide, la camaraderie, le fait de sortir de son cercle social et de sa zone de confort. D'autres soulignent également le passage à l'âge adulte, une sorte de rite initiatique accompli afin de devenir un homme. Les plus patriotes sont fiers d'avoir servi sous le drapeau et porté les armes pour leur pays, aussi bref que fut leur passage dans l'institution, une sorte de gage de citoyenneté. Peut-être ceux qui arrivaient en situation d'échec scolaire ont-ils également reçu la rigueur, la responsabilisation et la discipline qui leur manquaient dans le civil. C'est d'ailleurs toujours le cas pour un certain nombre d'engagés. Quant aux jeunes issus des catégories socio-professionnelles supérieures, cette période militaire pouvait être l'occasion de découvrir une facette de la société méconnue et faire corps avec elle, afin de participer à la tirer vers le haut et d'en apprendre un peu plus sur elle-même à son contact. Évidemment, il y eut des points négatifs également. Parmi eux, on retrouve aussi souvent la même chose, l'ennui, le sentiment d'inutilité, ou encore l'impression de perdre une année que l'on aurait pu consacrer à sa carrière ou ses études. La difficulté également, qu'elle soit morale ou physique. Parfois la rudesse, voire, il ne faut pas le nier, des brimades dans certains régiments. Certains également n'ont jamais rempli leurs obligations de service, que ce soit par le piston, par recherche de la sacro-sainte réforme P4 ou le sabotage volontaire de sa visite médicale. Il y eut aussi le cas des objecteurs de conscience, notamment, dont le statut fut reconnu dans les années 60 et qui pouvaient, par conviction politique, philosophique ou religieuse, refuser de se servir d'une arme ou de rejoindre un corps militaire. 20 ans après l'abrogation du service national, qu'en pensent les Français ? Selon les sondages, déjà, le soutien du peuple français à son armée n'a jamais été aussi élevé que depuis le début de la guerre en Ukraine, avec 87% d'opinion favorable. Les Français ont d'ailleurs toujours été proches de leur armée et il a été rare de voir ce soutien descendre sous la barre des 80% ces dernières années. Quant au retour à un service national, plus de 2 Français sur 3 sont pour sa réintroduction, 68%, et, plus surprenant encore, une majorité des moins de 35 ans, soit les 2 générations à ne pas l'avoir connu, sont également favorables au retour du service militaire à 56%. Concernant les moyens dont nous avons parlé plus haut, 78% des Français sont favorables à l'augmentation du budget du ministère des Armées. Cela corrobore le fait que, entre 2018 et 2022, le sentiment que la France est une grande puissance militaire a chuté de 7%. L'armée française, pourquoi et par qui ? Un chef, une mission, des moyens, dicton militaire français. Comme nous l'avons dit plus haut, les sondages ne représentent pas forcément la réalité objective. Faisons donc un rapide tour d'horizon de l'état des forces militaires françaises. L'effectif de l'armée française fut en baisse constante depuis la professionnalisation au début des années 2000, avec un creux historique dans les années 2014-2015, suite aux nombreuses réformes voulues par Nicolas Sarkozy et François Hollande, et qui ont conduit à de nombreuses dissolutions d'unités avant de légèrement remonter à partir de 2016 suite aux attentats et la recrudescence des engagés sentinelles sur lesquels nous reviendrons. La France dénombrait donc en 2018 un peu plus de 206 000 militaires d'actifs, toutes forces confondues, terre, air et marine, et 77 000 réservistes en comptant la gendarmerie. Cumulé, c'est donc moins que ce qu'a su aligner l'Ukraine face à la Russie pour 40 millions d'habitants. Chaque année, l'armée recrute 20 à 25 000 nouveaux soldats, tandis qu'en 2011, mais il faudrait réactualiser ces données, ils étaient 30 000 à quitter l'institution tous les ans. En outre, en 2019, 31% des jeunes engagés rompaient leur contrat avant la fin de leur période probatoire, soit un taux d'attrition de plus d'un quart. En outre, en 2017, 62% des militaires songeaient à quitter l'armée au terme de leur contrat. Quelle est la raison d'une telle saignée ? Pour les chiffres de 2011, il faut rappeler que nous sortions de lois de programmation militaire très dures qui visaient à tailler dans le gras, quitte à emporter un peu de chair dans le processus, et qui, entre rallongement du temps de départ à la retraite, fermeture de nombreux régiments et gestion des soldes catastrophiques suite à l'adoption du logiciel Louvois, qui voyait des militaires privés de revenus pendant des mois, choix de nom ironique d'ailleurs quand on sait que ledit Louvois fut le ministre de Louis XIV qui institua notamment l'interdiction du pillage pour les soldats pour compenser les retards de paiement. Tout ceci a donc fait pencher la balance en défaveur du nombre de militaires disponibles et opérationnels. Mais ce n'est pas tout. En 2015, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, des ordres furent donnés. L'État renforçait l'opération Vigipirate, renommée Sentinelle, et déployait pas moins de 10 000 soldats dans les rues des villes françaises. Dans quel but ? Pour quel objectif ? Lutter contre le terrorisme, soit un mot valise, une sorte d'incantation totémique pouvant désigner à peu près tout et son contraire. Comme l'a très bien décrit le colonel Michel Goya dans son article « La levée en masse de plastique » sur son blog La Voix de l'Épée,
Il fallait montrer que l'on faisait quelque chose immédiatement, sans pour autant faire quoi que ce soit sur le long terme. S'en est suivi une intense campagne de recrutement. Poussés par la volonté de servir leur pays, beaucoup de jeunes gens ont à cette époque poussé la porte des centres de recrutement et d'information de l'armée afin de s'engager. On enregistre en effet une augmentation de 50 000 candidatures entre 2014 et 2015, preuve s'il en est que le sentiment patriotique n'est pas définitivement mort au sein d'une partie de la jeunesse française. Ces jeunes voulaient servir leur pays, protéger leurs concitoyens et faire leur part dans la lutte contre le djihadisme qui venait de nous déclarer la guerre. Partis d'une bonne intention et désireux de connaître l'action, des milliers de bleus, à peine sortis des classes, ainsi que leurs cadres plus expérimentés, se sont retrouvés à enchaîner sentinelle sur sentinelle, parcourant parfois jusqu'à 30 km par jour, de 7 h du matin à 10 h du soir, en dotation de combat complète, logés dans des conditions parfois spartiates, voire déplorables, comme l'avaient montré beaucoup de photographies sorties dans les médias de l'époque, déclenchés pour les premiers mandats dans une parfaite désorganisation et sans même savoir à quel moment ils seraient relevés par d'autres unités. Une poule sans tête aurait peut-être couru avec plus de cohérence. Rappelons à toutes fins utiles et pour nous remettre dans le contexte que la France est la 5e puissance militaire mondiale et que tout ceci n'a été provoqué que par 3 terroristes disposant d'un armement d'infanterie légère et neutralisés en moins de 3 jours par des unités d'élite. Beaucoup de ces soldats, jeunes comme moins jeunes, ont rapidement été écœurés par le rythme auquel on les astreignait au service d'un objectif aussi peu clair. Ne disposant pas de pouvoir de police, jamais déployés dans leur cœur de métier quand cela aurait été possible, notamment pour les unités de renseignement, ou en appui aux unités d'intervention de la police ou de la gendarmerie à l'encontre de cellules terroristes, en effectuant des missions plus proches du métier de soldat, telles que tenir un point précis ou établir des barrages, un sentiment d'inutilité a rapidement gagné les rangs. Des potiches avec des flingues, des vigiles armés ou encore de la pub pas chère pour les politiciens étaient des termes qui revenaient souvent lors de nos discussions entre camarades, et je serais tenté d'imaginer que nous n'étions pas les seuls. Il avait alors semblé que l'armée n'ait servi que d'outil de communication à bas coût au pouvoir en place pour freiner sa chute dans les sondages et montrer qu'il faisait quelque chose. Malheureusement, le sketch ne s'est pas arrêté là. En 2016, Jean-Baptiste Salveng et Jessica Schneider, un couple de policiers, est égorgé dans leur maison de Magnanville et leur fils de 3 ans est pris en otage par un djihadiste se réclamant de l'État islamique. Il sera finalement abattu par le RAID et la BRI et l'enfant s'en sortira sain et sauf. L'affaire choque profondément, notamment au sein des forces de l'ordre. En réaction, le gouvernement autorise à nouveau les policiers nationaux et les gendarmes à porter leurs armes sur eux en dehors du service, comme cela était le cas avant 2006. Dans l'armée, évidemment, des actions sont également entreprises. Elles seront malheureusement très superficielles, à la limite du ridicule. On ordonne en effet aux militaires de ne plus venir à la caserne en uniforme et de repasser en habit civil à la fin du service pour rentrer chez soi, et ceci en vue d'éviter de constituer des cibles potentielles, comme si un terroriste voulant passer à l'acte fût incapable d'attaquer des soldats directement à la sortie des régiments ou d'en suivre quelques-uns au hasard jusqu'à leur domicile. Plusieurs voix s'élèvent alors au sein des unités comme dans le monde civil. Si nous représentons une cible, alors donnez-nous les moyens de nous défendre et autorisez-nous le port d'armes en dehors du service. À l'image par exemple de l'avocat et auteur Thibault de Montbrial, défenseur dans ses ouvrages et ses interventions télévisées d'une autorisation au permis de port d'armes pour certains citoyens et dans les conditions que nous évoquerons plus bas, ainsi que du chef d'escadron de gendarmerie Rémi Noël qui publia un mémoire à ce sujet lors de son passage à l'école de guerre et relayé par le site de l'Union française des amateurs d'armes. Hélas, cela ne fera jamais l'objet du moindre débat parlementaire et aucun décideur ne montera au créneau dans ce sens. Soldats professionnels, oui, mais seulement de 8 h à 18 h et du lundi au vendredi. La seule ébauche ayant pu ressembler à cela fut le déploiement de trains de Marshalls à partir de l'été 2018. Concrètement, il s'agissait de disséminer ça et là dans les TGV de la SNCF des membres du GIGN en tenue civile portant leurs armes de service sur eux et devant se faire passer pour de simples voyageurs dans le but de prévenir une éventuelle action terroriste suite à l'attentat manqué du Talus en 2015. On peut sincèrement se poser la question de la pertinence de cette opération. D'abord car les hommes du GIGN sont une troupe d'élite et donc, par définition, peu nombreux et spécialistes dans des domaines techniques très pointus. Le travail de police ferroviaire incognito n'est sans doute pas dans leurs prérogatives et ce type de mission constitue à la fois pour eux une perte de temps qu'ils auraient pu consacrer à l'entraînement et une source d'usure et de fatigue stérile. En revanche, là encore, permettre aux militaires en permission de porter une arme de poing sur eux afin d'être en mesure d'intervenir sur un éventuel périple meurtrier aurait été, une fois encore, déjà bien plus pertinent. Cela aurait en effet permis d'effectuer un maillage du territoire naturel, puisque les soldats auraient simplement suivi leur cheminement de voyage normal et auraient permis de libérer les membres du GIGN et leur hiérarchie sur des missions plus importantes et liées à leur cœur de métier. Toutes ces mesures contradictoires résonnent alors de manière parfaitement négative dans l'esprit des soldats. Soyez fiers d'être militaires, mais cachez-vous.
Vous êtes soldat à toute heure du jour et de la nuit, du moins lorsqu'il est question de prendre des gardes et des astreintes au pied levé, mais certainement pas lorsqu'il s'agit de potentiellement devoir défendre votre propre intégrité physique ou celle de vos proches d'un danger de mort. Il n'est donc pas rare de trouver de nombreux cas de militaires, parfois vétérans d'opérations extérieures difficiles, devenus écœurés à force de tant de contradictions et d'épuisement moral et physique. Le soldat français est pourtant un bon soldat. À plusieurs reprises, sur nombre de théâtres d'engagement, il a prouvé sa valeur. Des Balkans à l'Afghanistan, du Moyen-Orient à l'Afrique, le professionnalisme du militaire français a été mis à rude épreuve plus d'une fois. Pourtant, en France, au sein même de notre propre pays, nous avons parfois l'impression d'être traités avec mépris, voire méfiance. Entre une armée efficace et dangereuse ou docile et démotivée, le choix semble avoir été rapide pour les pouvoirs publics. Tour à tour infantilisé ou pris pour des crétins, le syndrome du « touche pas à ça petit con » s'est généralisé sous couvert du sacro-saint devoir de réserve, autre mot valise permettant de chasser du revers de la main tout questionnement, qu'il soit légitime ou non, de soldats quant à l'utilisation qui est faite de l'outil qu'ils représentent. On peut par exemple citer le cas du général de gendarmerie Soublé qui, en 2013, suite à son audition devant une commission de l'Assemblée nationale, s'est vu perdre son poste de directeur du général de la gendarmerie nationale après avoir considéré que la lutte contre la délinquance était incohérente et inadaptée. De ce fait, on arrive à une situation bâtarde où le militaire censé être professionnel est traité comme un conscrit et qui, malgré les devoirs dont il s'acquitte auprès de sa nation, voit ses droits de citoyen être mis entre parenthèses. Une telle censure n'existait pourtant pas en 1914, contrairement à une légende tenace. À cette époque, le soldat français écrivait et débattait beaucoup. Les premiers ouvrages de ce que l'on nommera plus tard les retours d'expérience ont d'ailleurs largement contribué à la remontée en puissance de l'armée française jusqu'à la victoire finale de 1918. L'armée était alors une véritable méritocratie. Les noms des militaires illustres de leur temps étaient connus du grand public, ils publiaient de nombreux ouvrages et siégeaient à l'Assemblée nationale. Ainsi, actuellement, au manque de moyens pour remplir correctement sa mission, on répond par l'adoption de nouvelles tenues de défilé. À la contestation de certains projets pharaoniques et à la pertinence douteuse, comme faire planter des palmiers dans un régiment de l'Est de la France, alors que le parc de véhicules date de 30 ans et se réduit comme peau de chagrin, on rétorque sans sourciller que ce ne sont pas les mêmes lignes de budget. Alors certes, de nouveaux véhicules ont quand même fini par arriver. 2850 VBMR, véhicules blindés multirôles, devraient venir remplacer à l'horizon 2030 les quelques 2500 VAB, véhicules de l'avant blindés, qui étaient encore en service dans l'armée française en 2021. Cela serait-il suffisant dans le cas d'une guerre conventionnelle où, comme on l'a vu lors de la guerre en Ukraine, le taux d'attrition de ce type d'engin peut être très élevé? Le Pentagone considère en effet qu'au mois d'août 2022, la Russie aurait perdu 3000 à 4000 véhicules blindés, tous types confondus. Mais c'est là un autre débat. L'équipement individuel du combattant s'est également amélioré, bien qu'il ait fallu passer par la catastrophe d'Ouzbine et la mort de 10 soldats français en 2008 pour voir des changements en ce sens. Pour simplement, en réalité, que les soldats français aient enfin un matériel individuel digne d'une armée occidentale de son rang, et que nos troupes de combat arrêtent de devoir crapahuter dans les montagnes afghanes avec des rangers en cuir basés sur un modèle des années 40, aient une dotation en munitions suffisante pour tenir un combat de haute intensité, et se voient équipés de gilets pare-balles plus récents et en bon état. Souveraineté et résilience. Qu'en est-il de la capacité de résilience et d'indépendance de l'armée française dans le cadre d'un conflit de haute intensité? Un récent rapport du Sénat avait pointé du doigt le manque de munitions dont nous disposerions en cas de guerre contre un adversaire conventionnel. Longuement débattu pendant la campagne présidentielle, aucune réelle réponse ne fut apportée aux questions qui étaient soulevées. Questions qui, d'ailleurs, s'étaient déjà imposées lors du bombardement de la Libye en 2011, qui avait déjà mis à mal les stocks de nos forces aéronavales. Heureusement, quelques fleurons de l'industrie de défense subsistent encore en France et des groupes comme Thales, Nexter, Naval Group ou encore Arcus sont des entreprises dont le sérieux et la capacité technique sont reconnus dans le monde entier. Pourtant, régulièrement, des voix s'élèvent pour défendre le retour d'une filière française de fabrication de munitions de petit calibre en vue de pouvoir doter en nombre suffisant de cartouches les troupes de l'armée de terre afin de les rendre capables à la fois de tenir des combats violents sur une période prolongée, mais également de pouvoir s'entraîner correctement et efficacement. Pour l'anecdote, en 2019, donc bien avant la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, le régiment dans lequel je servais se retrouva, certainement comme de nombreux autres, à court de munitions disponibles pour l'entraînement. Les séances d'instruction au tir furent donc réduites à leur strict minimum et quasi exclusivement au profit des militaires devant être déployés en opération extérieure. Dans une telle situation, est-il rassurant que notre armée dépende de fournisseurs parfois très éloignés comme le Brésil, les Émirats arabes unis ou Israël? Pour l'anecdote d'ailleurs, les machines-outils de l'ancienne manufacture française Manurin, disparue en 2018, sont maintenant installées en République tchèque au profit de l'entreprise Sellier et Bello, l'une des plus importantes et anciennes cartoucheries du monde, fondée là encore par deux Français au XVIIIe siècle. En plus de la disparition des fabricants de munitions de petit calibre, l'armée française a décidé de doter son infanterie d'un fusil d'assaut totalement conçu et produit à l'étranger,
avec l'adoption officielle du HK416 allemand en 2019, en remplacement du FAMAS qui était produit par la manufacture d'armes de Saint-Étienne depuis la fin des années 70. Cela s'était déjà produit par le passé, mais à chaque fois dans l'urgence. D'abord, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'après la défaite de 40, les soldats des forces françaises libres furent équipés d'armes américaines, et la deuxième fois justement au cours des années 1970, lorsque la France passa commande au groupe suisse SIG pour équiper les militaires français déployés au Liban de fusils d'assaut SIG 540. En effet, le FAMAS n'était pas encore arrivé dans les unités et nos militaires disposaient encore de carabines MAS 49-56 et de pistolets mitrailleurs MAT 49, alors devenus totalement obsolètes face à la généralisation des Kalachnikov. Il leur fallait donc une arme de transition pour remplir leur mission efficacement. Autre fait intéressant, l'architecture du FAMAS fut reprise par le groupe croate HS Product qui sortit son VHS dans le courant des années 2000 et dont la forme bullpup, c'est-à-dire avec le chargeur et le boîtier de culasse à l'arrière de l'arme, permet aux militaires d'avoir un fusil plus compact sans sacrifier la longueur du canon et fait penser à un FAMAS amélioré répondant aux standards militaires actuels. En termes d'équipement individuel, citons également le cas des chaussures de la marque X, allemande elle aussi, ainsi que des uniformes qui, s'ils sont effectivement fabriqués par des entreprises françaises, voient leur ligne de production localisée à Madagascar, en Tunisie, en Roumanie ou encore en Bulgarie. On peut donc légitimement se poser la question de la capacité de résilience de notre armée en cas de coup dur, dont la définition même est la capacité à surmonter l'effet d'un choc traumatique. Mais nous n'irons pas plus loin à ce propos, d'une part car nous sortons du sujet de cet ouvrage, et que de l'autre, notre modeste point de vue ne permet pas d'éclaircir tous les angles. Bien que des questions nous taraudent à propos de notre souveraineté nationale et de notre défense, nous ne sommes ni dans les arcanes du pouvoir, ni dans le secret des anges. La pertinence du service militaire dans la France du XXIe siècle. D'après une enquête publiée par Gallup en 2014, seulement 29% des Français seraient prêts à se battre pour leur pays. De manière générale, le taux de réponse positive dans les pays d'Europe de l'Ouest est très bas, et l'Hexagone fait presque figure de pays guerrier comparé à l'Allemagne, avec 18%, l'Italie à 20% ou encore les Pays-Bas à 15%. Comment a-t-on pu avoir au sein d'une même société autant de disparités et de déresponsabilisation des citoyens sur la question de leur propre sécurité ? Le contrat social théorisé par Jean-Jacques Rousseau est-il rompu ? Dans le monde occidental de manière générale, nombre de millennials, c'est-à-dire la génération des années 90-2000, se disent désabusés et pessimistes quant à leur avenir, et sont dénués d'objectifs de vie. En réaction à cette dérive d'une partie de la jeunesse française, l'État a décidé de remettre en place des ersatz de service militaire. Le SMV pour service militaire volontaire et le SNU pour service national universel. Le premier est une refonte adaptée à la métropole de ce qui existe déjà depuis plusieurs années dans les dom-toms, à savoir le service militaire adapté, qui donne à des jeunes en décrochage scolaire et au chômage, sur la base du volontariat, un cadre et une rigueur militaire afin de passer des formations professionnelles et se préparer au monde du travail. Quant au SNU, ce dispositif a été institué après de nombreux débats et beaucoup d'adaptations et de rabotages par Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Il s'agit d'un service civil, là encore encadré par des militaires ainsi que des éducateurs, est censé inculquer aux jeunes volontaires qui y participent un esprit de cohésion via 2 semaines de vie en collectivité et des travaux d'intérêt général. Si ces mesures partent d'une bonne intention, sont-elles pertinentes pour autant ? Tout dépend de l'objectif que l'on s'est défini. À titre individuel, on ne peut que se féliciter de voir des jeunes gens en déshérence être repêchés et réintégrés à la vie sociale pour s'accomplir par eux-mêmes. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Sauf que ce n'est pas un service militaire. C'est un service éducatif tenu par des militaires, et c'est tout à fait différent. Car malheureusement, l'armée, dont on croirait qu'elle est la dernière institution qui tienne encore la route tant on a tendance à lui charger la mule, se voit souvent attribuer des missions de service public qui ne relèvent pas de sa compétence ni de ses attributions, en même temps qu'on a eu tendance à la priver de nombre de ses budgets. L'armée existe pour défendre et protéger un pays des agressions extérieures. Concrètement, un militaire fait la guerre, et l'éducation martiale est menée en ce sens. Le militaire n'est pas dur pour être dur. Il est dur parce que la guerre est difficile et qu'il est impératif de renforcer moralement, physiquement et psychologiquement les personnes qui seront amenées à participer à ces guerres. Ainsi donc, on se retrouve avec un SNU mi-figue, mi-raisin, où des scandales éclatent parfois avec pour sujet la punition que représente par exemple le fait d'infliger 10 pompes à des jeunes hommes et femmes dans la fleur de l'âge. Une tempête dans un verre d'eau qui montre bien l'amplitude philosophique entre, d'un côté, la volonté de renforcer le mental de ses apprentis citoyens, et de l'autre, la défense absolue de tenter quoi que ce soit qui risquerait de percer la bulle de confort dans laquelle on doit, a priori, les maintenir coûte que coûte, sous peine d'être considéré comme le pire des bourreaux sadiques. Pour autant, peut-on remettre en place un service militaire comme celui qu'ont connu nos parents ? Cela n'est pas forcément plus souhaitable.
Déjà, dans les années 70-80, beaucoup pointaient du doigt la difficulté de concilier un service militaire d'une année complète avec la possibilité de suivre correctement des études, de subvenir aux besoins de sa famille ou se former à un métier. À ce titre, beaucoup avaient des pistons pour se retrouver inaptes au service. Dans la plupart des cas, donc, ceux qui ne pouvaient pas déroger à la règle faisaient partie des classes sociales les plus basses, mettant du même coup à mal l'idéal égalitaire et républicain de la conscription. Dans le cas de la difficulté à suivre des études, c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec l'apparition des nouvelles technologies, des systèmes de communication modernes et de l'informatique, qui ont par définition une durée de vie très courte avant d'être obsolètes et devoir être remplacés ou mis à jour. Les jeunes ingénieurs et techniciens français peuvent-ils se permettre un tel retard à l'ère où la concurrence est à la fois rude et internationale ? De plus, il faut également prendre en compte les besoins logistiques. Comme on l'a vu plus haut, l'armée française est déjà astreinte à un rythme très soutenu et avec des moyens qui parfois peinent à suivre. Rajoutez à cela l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de jeunes à former, loger, nourrir et équiper tous les ans relèverait du cauchemar organisationnel et une explosion du budget pour des résultats très mitigés, puisqu'un militaire du rang n'est rentable qu'au bout de 3 à 4 ans de service. Sitôt formés, nos conscrits prendraient la quille et retourneraient à la vie civile pour laisser la place à une nouvelle fournée, etc., etc. Certains de nos lecteurs auront déjà entendu des brèves de comptoir et autres rumeurs selon lesquelles le président de l'époque, Jacques Chirac, aurait suspendu le service militaire obligatoire par crainte d'un embrasement des banlieues et le risque de l'apprentissage du maniement des armes et du combat aux jeunes qui la composent. Rien ne permet de véritablement étayer cette théorie, mais étant donné qu'elle est assez généralisée chez une partie de la population, nous allons en profiter pour y répondre. Déjà, si cela était vrai, la suspension du service militaire aura, dans le meilleur des cas, été une mesurette inutile sur le long terme, car comme on le voit, l'individu ou le groupe souhaitant user de violence et avoir une capacité de nuisance sur la société trouvera toujours un moyen de mettre ses plans à exécution. Dans le pire des cas, cela n'empêche non seulement pas le terrorisme de se former, formation interne au groupe ou, comme c'est de plus en plus le cas, grâce à Internet, volontariat dans des pays en guerre, camp d'entraînement à l'étranger, etc., mais plus grave encore, prive le citoyen honnête de la capacité à se défendre justement de telles actions. Il faut se souvenir que la législation sur les armes à feu jusqu'à la fin des années 90 était plus permissive qu'aujourd'hui. Les fusils de chasse à un coup par canon, semi-automatiques ou même certains fusils à pompe se trouvaient en vente libre sur simple présentation de la pièce d'identité et n'étaient pas soumis à déclaration et encore moins à autorisation préfectorale. Il y avait une sorte d'accord tacite. Être un citoyen français signifiait, de fait dans l'inconscient collectif, s'être acquitté de ses obligations militaires et en capacité d'acquérir une arme en toute sécurité. Le faire aiguise le faire. Petite anecdote personnelle de l'auteur. À l'été 2013, alors jeune sergent à peine sorti d'école, la première mission qui me fut confiée consistant à la participation à l'encadrement d'une préparation militaire supérieure ou PMS. Notre régiment recevait en effet une trentaine de jeunes civils désireux de s'engager en école d'officiers ou de sous-officiers. Formant une section et subdivisée en plusieurs groupes, chacun dirigé par un sergent dont je faisais partie, ces jeunes allaient suivre une formation assez soutenue dont l'objectif final était la réussite d'un exercice de synthèse d'une durée de 2 jours et dont l'évaluation allait sanctionner leur capacité ou non à être incorporés. Ces jeunes gens venaient de toutes les régions de France et étaient issus de toutes les classes sociales. Du fils d'officier de carrière à l'ouvrier en passant par l'étudiant en droit, de la citadine au rural en passant par le banlieusard, ces jeunes, parfois à peine sortis du lycée, dont la cadette était âgée d'à peine 17 ans et le plus vieux de 25 ans, allaient se retrouver dans le bain pendant 3 semaines, sans interruption, de la perception du pactage au tir final à balles réelles. En 19 jours, ils apprirent tous les rudiments de l'armée de terre. Connaissance des grades, défilé au pack à danser, démontage et remontage du fusil et son utilisation, procédure de communication radio, organisation du pactage, marche de jour comme de nuit, bivouac et vie en campagne, parcours d'obstacles, sport de combat, formation aux premiers secours, sanctionné d'ailleurs par l'obtention du diplôme du PSC1, progression en zone hostile en trinôme, cours sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, et mise en application des mesures de protection liées à ces derniers, etc., etc. Dans la plupart des cas, la métamorphose fut assez incroyable. Nous avions réceptionné des enfants à peine sortis de chez papa-maman, un peu craintifs et réservés, et voilà que nous redéposons à la gare des jeunes hommes et femmes affirmés, capables de tester leurs limites physiques et mentales, qui parfois venaient jusqu'à vouloir se mesurer à nous, les militaires d'active, avec un mordant de jeunes lions, nous forçant par là même à devoir à notre tour nous montrer exemplaires en tout point. Une sorte d'attractivité mutuelle, une symbiose qui ne peut exister que dans l'effort, la difficulté et l'accomplissement d'épreuves. Car créer de la cohésion et de la camaraderie ne se fait pas dans le confort. Si vous vous installez à votre terrasse avec une bouteille de Coca-Cola ou de bière et que vous hélez les premiers quidam qui passent pour leur payer un verre, ils ne rechigneront sûrement pas.
Demandez-leur en revanche de vous accompagner pour votre raid de 3 jours en pleine montagne, vous risquez de recevoir beaucoup moins de réponses positives. Par la suite, plusieurs de ces jeunes se sont vus confortés dans leur choix de carrière au sein de l'armée, et je n'aurais d'ailleurs personnellement eu aucun mal à incorporer directement certains d'entre eux en compagnie de combat pour continuer à travailler avec. D'autres, au contraire, ont jugé qu'ils n'étaient pas faits pour cette vie-là, mais peu importe. Chacun a su ce qu'il avait dans le ventre, chacun s'est découvert réellement. Quand on marche avec un sac à dos dans une forêt à 3 heures du matin, le visage dégoulinant de camouflage mêlé à la sueur, on ne ment plus ni à soi-même ni aux autres. Ces préparations militaires existent dans toutes les armées et sous toutes les formes. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes volontaires suivent l'une de ces formations. La réserve opérationnelle. L'armée française compte actuellement 77 000 réservistes. La réserve comporte 2 échelons, l'aéro 1 et l'aéro 2. La première est composée par les réservistes opérationnels sous contrat qui, après avoir suivi la FMIR, pour formation militaire initiale de réserve d'une durée de 2 semaines, effectuent en moyenne 30 jours de service par an. En majorité, il s'agit de sessions de formation et de revalidation des différents modules, des services de garde ou du renfort au profit des exercices des troupes d'active, mais également des patrouilles dans le cadre des missions Vigipirate et Sentinelle, voire même, sur la base du volontariat, le déploiement sur certaines opérations extérieures ou intérieures comme dans les dom-toms. L'aéro 2, quant à elle, est composée par les anciens militaires ayant récemment quitté l'institution et réintégrable au coup de sifflet en cas de mobilisation d'urgence et pour une durée de 5 ans. Le ministre des Armées souhaite renforcer cette réserve opérationnelle en doublant par exemple le nombre de militaires qui la composent, ainsi qu'effectuer une refonte du service national universel que nous avons abordé plus haut, en insistant a priori sur l'aspect défense. Cela est déjà encourageant, mais il est encore trop tôt pour en juger les effets. Autre point bloquant, le nombre de militaires de réserve au sein de l'armée de terre, renommée Garde nationale, s'élève à 24 000 personnes en 2022. En doublant ce nombre et combiné aux 121 000 militaires d'active, on en arrive à 165 000 personnels. Or, on l'a vu plus haut, il est prévu de livrer 93 000 fusils d'assaut HK416 à l'armée de terre, qui deviendra à terme le seul fusil d'assaut standard de nos militaires, puisque le stock de FAMAS est censé partir en destruction. En théorie, cela signifierait donc que 68 000 militaires, soit près d'un tiers de l'effectif total, dont 28 000 soldats professionnels d'active, n'auraient pas d'armes réglementaires en cas de mobilisation générale. Cela nous fait penser avec douleur au cruel constat fait par Marc Bloch dans son livre L'étrange défaite. Écrit suite au désastre de 1940, le vétéran des 2 guerres mondiales y déplorait, entre autres choses, le manque cruel de logistique et d'organisation de l'armée française, conduisant à des situations ineptes. Il prenait pour exemple le fait que certains militaires français issus d'unités non combattantes, comme ceux du service des essences, n'étaient pas équipés du moindre fusil et se voyaient envoyés au front pour ravitailler leurs camarades sous le feu sans pouvoir se défendre ou riposter aux attaques allemandes. Alors, quelle solution? Le système américain? Trop anarchique, basé sur l'individu roi au détriment de la cohésion nationale. Le système polonais? Un agglomérat de milices plus ou moins indépendantes n'est pas plus souhaitable, particulièrement dans le cas d'une France qui est déjà un pays profondément divisé et régulièrement en proie à des mouvements sociaux. Le bon équilibre semble se trouver entre la Suisse et Israël. On l'a vu plus haut, ces 2 pays ont su concilier esprit de défense, affirmation de la citoyenneté et de l'appartenance à la nation entre jeunes gens issus d'horizons divers, responsabilisation de sa population aux questions d'ordre politique et sécuritaire, tout en restant des pays en pointe en termes de développement économique et d'attractivité à l'international. Entrevue avec un militaire d'active. Dans le cadre de cet essai, j'ai pu interroger un militaire encore d'active, par ailleurs fondateur d'une association d'apprentissage à la vie en pleine nature. Par souci évident de sécurité, nous ne donnerons pas son nom ni son unité, et nous le remercions chaleureusement pour le temps qu'il nous a consacré. Peux-tu nous présenter rapidement ton parcours? Je suis brigadier chef et j'ai 10 ans de service actif. Je me suis engagé au départ dans l'imagerie renseignement avant de bifurquer vers le renseignement d'origine humaine, puis j'ai suivi un parcours médical afin d'être formateur sanitaire en qualité d'appui renseignement. Note de l'auteur, le terme sanitaire désigne dans l'armée le personnel destiné aux soins, au secourisme et au traitement des blessures et des maladies. Dans le cadre de cet engagement, je suis parti à plusieurs reprises en Guyane où j'ai appris et mis en application un certain nombre de techniques de survie en jungle et en conditions dégradées. Parallèlement à ma carrière militaire, je suis fondateur de Kitsu Instinct, une association à but non lucratif basée dans l'Est de la France et axée sur le renseignement de techniques liées à la vie en forêt et au secourisme. En tant que formateur, que peux-tu nous dire sur le niveau de sélection et de formation dans l'armée française actuellement? Le gros problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on cherche à plaire à tout le monde. Lorsqu'on encadre une FGI, c'est-à-dire les classes, dans le langage courant, c'est un peu le monde des bisounours. Il y a des consignes qui nous sont données pour pas faire subir d'entraînement trop dur aux engagés, au détriment de la qualité de l'apprentissage, de l'amélioration de leur rusticité et du durcissement qui est nécessaire à leur caractère, afin d'être capable d'être envoyés en zone de conflit.
Lorsque ces jeunes sont intégrés dans leurs unités à l'issue de cette formation initiale, cela donne lieu à un très grand décalage entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils sont réellement capables de faire. En plus de ça, nous avons des délais très serrés qui nous sont accordés pour former les nouveaux engagés, donc on fait un peu de l'abattage industriel. Et c'est in fine aux personnes au sein des régiments, en plus de leurs missions de base qui sont déjà nombreuses, de corriger des lacunes qui ne devraient normalement plus exister chez des soldats professionnels. L'autre problème vient du fait que souvent, les encadrants eux-mêmes n'ont aucune formation de pédagogue. On est plutôt sur du « toi t'es bon dans ton taf, donc tu vas encadrer des classes ». Et avec ce genre de raisonnement, on est déjà dans l'erreur. Tout cela fait qu'un jeune soldat qui présente des lacunes, notamment lors d'exercices sur le terrain, on va lui dire « t'es une grosse merde et tant pis » plutôt que de lui donner les clés pour qu'il s'améliore. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner? Récemment, j'ai participé à un stage de formation d'auxiliaire sanitaire au camp de la Valbonne. Il y avait notamment des jeunes issus des quartiers nord de Marseille qui s'étaient engagés faute de trouver du travail dans le civil. Ils présentaient de grosses lacunes sur des notions de base comme la lecture et l'écriture, et plutôt que de corriger leurs erreurs et améliorer leur propre savoir-faire, la hiérarchie a décidé de faciliter le stage quitte à faire baisser le niveau des prérequis, ainsi que de mettre en place un système de péréquation, c'est-à-dire baisser sensiblement la note des meilleurs afin d'augmenter du même taux celle des moins bons et ainsi niveler tous les niveaux. Les jeunes qui s'engagent aujourd'hui sont également issus d'une société avec un niveau de cohésion très faible et de gros problèmes sociaux, et plutôt que de les intégrer à un corps militaire fort, on est un peu dans une dynamique inverse où l'armée sert de parent de substitution. Et au fur et à mesure, on se retrouve dans une situation où ces problèmes de société ont tendance à infiltrer l'institution militaire. On a également des gens qui viennent s'engager avec un moral et un physique très fragiles dans l'espoir de se renforcer, mais c'est en réalité l'ensemble social dans lequel ils baignent qui les rend faibles. Et l'armée arrivera à peine à les faire tenir droit. Pour tous les problèmes de rigueur, de méthode, de temps dont j'ai parlé plus haut. L'armée d'aujourd'hui est également beaucoup plus féminisée qu'avant, ce que je pense être une bonne chose. En revanche, je considère que la différence de traitement ne devrait pas exister entre les hommes et les femmes, notamment sur les barèmes sportifs, pour la simple et bonne raison que la réalité du terrain ne fait, elle, pas de différence entre les deux. Or là encore, on est dans le phénomène inverse, et on se retrouve régulièrement confronté à des histoires de cul et des scandales sexuels au sein des unités, et cela mène encore une fois à une situation délétère au sein de certaines unités. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association Kitsu Instinct? Notre objectif, c'est de proposer des stages axés sur la vie en forêt et les gestes de premier secours à un public essentiellement civil et familial. J'insiste sur le terme de vie et non pas survie qui a souvent une connotation péjorative voire politique. Et surtout, je veux montrer que l'on peut vivre bien avec peu sans être nécessairement dans la survie justement. Comment cette idée t'est-elle venue? Le déclic a eu lieu lors du Covid, lorsque nous avons vu des foules paniquées se précipiter dans les grandes surfaces sur de simples rumeurs de pénurie de pâtes et de papier toilette. On a assisté à du grand n'importe quoi et à tous les niveaux, alors on s'est vite rendu compte que dès qu'il y a une rupture de la normalité, la base de notre société que l'on pensait inébranlable peut se retrouver très rapidement fragilisée. Lorsqu'il y a un attentat, on applaudit les forces de l'ordre pour leur cracher dessus 3 semaines après pendant des manifestations. Lorsqu'une victime d'arrêt cardiaque tombe dans la rue, on trouvera plus de gens en train de filmer avec leur téléphone portable pour faire le buzz que de lui prodiguer les premiers secours. C'est pour ça qu'on a voulu mettre à profit les savoir-faire qu'on a acquis dans l'armée afin de montrer à nos concitoyens, et surtout dans un cadre familial et détendu loin du monde militaire justement, qu'un autre de vie plus proche de la nature et plus responsable est possible, à milieu des problèmes de connexion au Wi-Fi ou des retards du livreur Uber Eats. Aujourd'hui, on vit dans une société où les gens subissent les problèmes au lieu de tenter de les régler. Ce que je veux, c'est pouvoir donner quelques clés à des citoyens qui ne sont pas issus du monde militaire, pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes, que ce soit dans le domaine des premiers secours, l'utilisation d'une boussole, la fabrication d'un abri de fortune, ou le retour des savoir-faire que l'on a perdus. Mais également au profit de nos collègues militaires qui désirent améliorer leur rusticité et leurs compétences de vie sur le terrain. Notre association vise donc un spectre très large avec des stages ouverts à tous, y compris aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. Pour te donner un exemple, j'ai récemment formé Patricia, prof d'anglais de 53 ans et mère de famille, à se débrouiller en pleine nature avec quelques outils rudimentaires. As-tu des projets pour la suite? Actuellement, on est en train de développer un module de formation aux armes à feu ouvert aux civils qui souhaitent découvrir ce milieu et aux militaires qui veulent perfectionner leur entraînement. Le but ici, ça va être de démystifier un certain nombre d'idées reçues sur cette question, montrer qu'une arme n'est qu'un outil et que le vrai danger, c'est plus la personne qui la tient que l'arme en elle-même. Si jamais le sujet vous intéresse et que vous désirez en savoir plus sur nos formations, nous avons une page Facebook et Instagram au nom de notre association Kitsu Instinct. Notre proposition pour une nouvelle mobilisation citoyenne. La victoire de 1918 est le résultat de la volonté, mais aussi et surtout de l'intelligence. Ce sont aussi la liberté d'expression, les débats, le bouillonnement d'idées, la culture scientifique du corps des officiers, la culture militaire des élites civiles, l'acceptation du gaspillage de ressources pour des projets alternatifs qui ont rendu cette victoire possible. Extrait tiré du blog du colonel Michel Goya, La Voix de l'épée.
Nous allons définir dans ce chapitre, le plus simplement et le plus clairement possible, les bases de ce à quoi pourrait ressembler une refonte du système de service militaire. Période de réserve militaire obligatoire pour tous les citoyens ayant entre 18 et 25 ans et présentant casier judiciaire vierge dans l'une des 3 armées ou au sein de la gendarmerie. Une dérogation sera possible au cas par cas pour les volontaires ayant un casier judiciaire léger, le but étant évidemment de poser un premier filtre et ainsi éviter de donner une formation en combat et en maniement des armes à des personnes potentiellement dangereuses, fichés S, récidivistes, connus pour des troubles du comportement ou des faits de violence, etc. Après avoir suivi le cursus d'incorporation classique, visite médicale, test physique, test psychotechnique et entretien avec un recruteur, les jeunes appelés effectueront 3 à 4 semaines de formation initiale en période de vacances scolaires, basée sur le système FMIR ou PMS que nous avons abordé plus haut. Ils pourront choisir parmi plusieurs dates proposées au préalable et auxquelles s'ajouteront des périodes de formation et d'entraînement complémentaires, 2 à 3 fois par an, sur une durée allant de 3 jours à 1 semaine. Ces stages seront également effectués en période de vacances scolaires, à une date choisie par le réserviste, et auront pour but de revalider les modules obligatoires en tir de combat, premier secours, sauvetage au combat, ainsi que l'apprentissage des missions communes à leur armée d'appartenance. Parallèlement à cette refonte du service militaire de réserve, il est nécessaire d'établir l'ouverture du droit au port d'armes pour tous les membres des forces de l'ordre, y compris pour les polices municipales disposant d'une arme de poing de catégorie B dans le cadre de leur service. Le citoyen qui aura rempli ses obligations de service comme militaire de réserve ou d'active, mais également policier, gendarme ou ancien de ces corps, aura le droit, sur la base du volontariat et après certification médicale de ses aptitudes, de suivre une formation complémentaire en tir et en législation, sanctionnée par un examen théorique et pratique. La réussite à cet examen lui ouvrira le droit, après une évaluation annuelle obligatoire théorique et pratique, de porter, en dehors du service, une arme de poing personnelle de catégorie B en port dissimulé et dans la limite d'une arme et de 30 cartouches par personne. Le titulaire de ce permis de port d'armes sera également porteur d'un brassard fluorescent orange type police, mentionnant son statut, ainsi que d'une carte pour justifier de son identité et de son permis de port d'armes. Dans le cadre de cette formation, il sera nécessaire de créer une fédération de tir de défense indépendante de la Fédération française de tir à vocation sportive et chapeautée par le ministère des Armées ou le ministère de l'Intérieur. Ce permis de port d'armes devra être accompagné du respect strict des règles en vigueur et notamment de l'article 122-6 du Code pénal concernant la légitime défense. En cas de force majeure, les réservistes pourront être mobilisés dans leur unité d'appartenance dans un délai de 24 heures. Ils seront alors équipés et armés par leurs unités et seront mis sous le commandement de leur cadre. Les conditions d'obtention d'une arme de catégorie B ou C restent inchangées en l'état et en accord avec la législation actuelle. Le permis de port d'armes de catégorie B en port discret n'est en revanche ouvert qu'aux citoyens à jour de leurs obligations de service, membres de la Fédération de tir de défense et ayant obtenu la réussite du stage mentionné plus haut, ainsi que les revalidations annuelles. Question. Suite à ces développements, un certain nombre de questions peuvent être soulevées. Voici une sélection des plus pertinentes auxquelles nous ayons eu à répondre jusqu'à présent. Où ces dizaines de milliers de jeunes pourraient effectuer leur formation initiale et leur période de revalidation, et dans quelles conditions? Au sein des régiments, de tels dispositifs existent déjà pour les volontaires de la réserve opérationnelle. Pour s'adapter au nombre, il pourrait être possible de regrouper les formations initiales au sein d'entités dédiées, à l'image des centres de formation initiale des militaires du rang ou CEFIM. Les périodes de revalidation s'effectueraient quant à elles au sein des unités de rattachement des réservistes, soit au plus proche de leur domicile. L'autre hypothèse pourrait être la création d'entités régionales ou départementales dépendantes de la garde nationale, à l'image par exemple de la défense territoriale ukrainienne. De telles unités existent déjà en France, comme le 24e régiment d'infanterie, bataillon de réserve Île-de-France, basé à Vincennes et dont les 700 membres sont composés à 97% de réservistes. Comment armer une troupe aussi conséquente en cas de mobilisation? Comme nous l'avons écrit plus haut, l'armée française est en cours de remplacement de ses anciens fusils d'assaut FAMAS par des HK416. Les premières livraisons ont commencé en 2017 et s'étaleront jusqu'en 2028, avec un nombre final de fusils portant à 93 000 exemplaires. Quid du FAMAS? Si l'on en croit l'inscription au journal officiel du Sénat daté du 28/01/2016, il est prévu de détruire ces anciennes armes et de n'en garder qu'un stock de 30 000 jusqu'à la livraison complète des nouveaux fusils HK, suite à quoi elles seront également envoyées en destruction. C'est dommage, car bien que le remplacement des pièces sur le FAMAS soit devenu au fil des ans un véritable casse-tête logistique et financier, il serait tout à fait possible de sélectionner les armes encore opérationnelles et cannibaliser directement les pièces détachées sur les fusils qui ne le sont plus,
afin de maintenir ce stock à la disposition des réservistes en cas de besoin ou pour l'entraînement, soit dans les armureries dédiées aux compagnies de réserve, soit dans des centres de mobilisation. De plus, ne fermons pas la porte à une possibilité de reproduire de l'armement de petit calibre en France. Lors de l'appel d'offres effectué pour le remplacement du FAMAS, des manufactures françaises comme Vernet-Caron ou même des armuriers indépendants ont proposé des solutions à leur niveau, sans compter le groupe Thales, français lui aussi, dont la filiale australienne a développé et produit un fusil d'assaut dénommé F-90 à hauteur de 30 000 exemplaires au profit des forces armées locales. En ce qui concerne l'arme de poing dont il est question à propos du permis de port d'armes, le choix devrait être laissé libre à son titulaire. La fréquentation d'un stand de tir pour ses entraînements et ses validations annuelles lui ouvrirait le droit à l'acquisition et à l'achat de pistolets ou de revolvers de catégorie B et des cartouches qui y sont associées. Le fait de permettre à des gens de porter une arme en permanence ne risque-t-il pas d'ouvrir une boîte de Pandore en termes d'augmentation des violences? Nous l'avons vu en première partie, la violence augmente inexorablement malgré de nombreuses mesures prises par différents ministres de l'Intérieur, comme des augmentations de postes ou de moyens pour les forces de l'ordre. Cette seule réponse ne semble visiblement pas porter ses fruits, et la fameuse peur du gendarme ne suffit plus à endiguer la criminalité, notamment dans les grandes villes. De plus, ces autorisations de port d'armes seront d'une part sévèrement encadrées, délivrées aux seuls citoyens s'étant acquittés de leurs obligations militaires et ou policières, et s'étant soumis à une visite médicale et un test d'aptitude annuel. Le but de cette mesure n'est pas de transformer notre société en Far West, c'est même tout l'inverse. Seulement, la peur doit changer de camp. Et la simple idée pour un agresseur ou criminel potentiel qu'il puisse se retrouver face à une personne armée et formée à la défense devrait calmer quelques ardeurs. Il n'est pas tolérable qu'aujourd'hui, en France, une rapide recherche sur Internet nous donne accès à plusieurs dizaines de vidéos amateurs montrant des lynchages, agressions au couteau et violences gratuites à l'encontre de personnes ordinaires. L'appareil d'État est-il prêt à responsabiliser ses citoyens? Nous risquons hélas bientôt de ne plus avoir le choix. Depuis début 2020, plusieurs articles font état de la création de groupes d'autodéfense en France, en rappelant souvent le modèle américain. Certes, ces groupes sont pour l'instant informels. Que ce soit suite à l'occupation d'un domicile par des squatteurs, en réaction à des agressions dans les grandes métropoles ou après les mutilations sauvages sur des équidés à travers la France, l'idée a parfois tendance à fleurir sur les réseaux sociaux. Depuis quelques années maintenant, des structures émergent et s'organisent. Il arrive également que des citoyens français se rendent dans des pays étrangers, notamment en Europe de l'Est, afin de s'initier aux tirs de défense au sein de structures privées. Face à ce risque d'affrontement du tous contre tous, ou entre communautés rivales, comme ce fut le cas notamment à Dijon lors des violentes rixes ayant opposé pendant 3 jours les communautés tchétchènes et maghrébines en 2020, de telles dispositions permettraient donc au contraire aux Français de devenir pleinement acteurs de leur propre sécurité, sous l'égide et le contrôle de l'État, qui lui-même aurait pour base solide une masse de citoyens instruits, formés et responsables. Dans un autre registre, on peut également citer la problématique liée aux courants complotistes qui ont souvent pour socle une méconnaissance ou une apparente opacité de la structure étatique, amenant à la méfiance, voire à la défiance. Plutôt que d'être une superstructure pyramidale, l'État français doit redevenir la propriété pleine des gens qui la composent. Et ces gens doivent également à leur tour redevenir pleinement citoyens de leur pays. Les Français dans leur ensemble ne sont plus habitués aux armes depuis plus d'une génération. Leur éventuelle réticence face à l'armement est-elle un frein? C'est une possibilité et ce serait donc du ressort des organismes formateurs, qu'ils soient militaires ou policiers, d'anticiper cette appréhension éventuelle vis-à-vis des armes par une méthode pédagogique adaptée. Une arme n'a pas lieu d'être un objet de fascination ou de répulsion, elle est un outil qui doit répondre à un besoin pour lequel on l'emploie. Le retour à un service militaire obligatoire, si court fût-il, s'agirait effectivement d'une bascule du modèle social et sociétal sur lequel nous reposions depuis les années 2000. Mais cela ne serait qu'une réadaptation pragmatique et réaliste à la nouvelle situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons. La France a une histoire pluricentenaire. Bien des fois, elle a dû savoir s'adapter à cette nouvelle donne. Il ne tient qu'à nous, citoyens et au pouvoir public, de faire en sorte que cette adaptation soit faite correctement et sans heurts, ou dans la douleur et la précipitation. Sources, crédits et remerciements. Toutes les sources utilisées pour cet ouvrage sont disponibles sur le livre d'origine, et je suis également, sur demande, disposé à les fournir gratuitement. Préface de Jacques-Alexandre Virion. Couverture d'Ophélie Salvant. La photo de couverture est issue du compte de Dan Galvani Somavilla sur Pexel. Merci aux amis qui m'ont permis de transformer en essai nos centaines d'heures de discussion, étalées sur plusieurs années et à de nombreuses occasions, et que j'espère avoir retranscrit ici de la plus fidèle des manières. Merci à ma famille et à mes soutiens, merci aux forces de sécurité intérieure, aux militaires, ainsi qu'aux millions de citoyens anonymes qui prennent part, chaque jour, à la défense de notre pays. C'était Guerre, terrorisme, criminalité. Face aux menaces modernes, remettre le citoyen au cœur du système de sécurité, par Jérôme Cassivel.